monde. Bonne soirée. On a décidé, moi et Isabelle, de Conseil du Peuple, de faire une vidéo. Je dirais pas une petite vidéo, ça risque d'être un petit peu long parce qu'il y a beaucoup de matière à aborder. Alors, moi, je me spécialisais surtout sur le côté microbiologique de la chose. Je parlais beaucoup du virus et tout ça. Alors, Isabelle, elle avait plus un côté plus global de la chose, plus nouvel ordre mondial, politique. Et elle avait un portrait elle était capable d'avoir un big picture de ça. Et puis, elle a décidé, en fait, elle s'est acheté un ordinateur, elle a monté une présentation PowerPoint, puis elle m'a dit, Stéphane, je suis prêt à faire une vidéo. Alors, elle a fait une belle présentation PowerPoint, puis on a décidé de vous enregistrer un petit quelque chose. Pas mal. En tout cas, j'ai vu sa présentation, je suis certain que vous allez trouver ça vraiment intéressant. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Alors, sans plus tarder, je vous présente Isabelle qui va s'introduire elle-même. Salut Stéphane. Salut Salut Isabelle. tout le monde. En fait, oui, j'ai décidé de préparer quelque chose parce que là, l'actualité va extrêmement rapidement. Avec la crise de la COVID-19, je pense que j'ai pas besoin de démontrer aux gens qu'il y a plein de choses qui se mettent en chantier, qu'il y a beaucoup de changements dans notre société, beaucoup de choses qui nous indignent aussi. C'est pas tant à ce niveau-là que je veux aller ce soir. Je veux vraiment démontrer que la COVID-19 joue un rôle, je dirais, monumental actuellement dans l'histoire de l'humanité. Je pense que la COVID-19 est un catalyseur à une gouvernance mondiale et c'est exactement l'objectif de la présentation ce soir, les objectifs de la gouvernance mondiale puis de l'agenda 2030. Fait qu'on va rentrer là-dedans en profondeur et on va rentrer vraiment très loin pour qu'on se rende compte que ce projet-là a été designé il y a plusieurs années et là, on en voit l'accomplissement. Et ça va extrêmement rapidement. Puis dans une deuxième partie, parce que évidemment, évoquer les problèmes de l'humanité, c'est une chose, mais on fait quoi avec ça? Parce que le constat est très dur à faire, je vous le dis d'avance. C'est pas parce que je vais être prophète de malheur, je ne suis pas un prophète, mais ça fait quand même 20 ans que je suis dans le domaine de l'information. Ça fait 20 ans que j'ai un blog. Ça a commencé très tôt dans ma vie. Là. Ça a commencé à 16 ans. J'ai eu entre les mains les cassettes. Parce qu'il y en a qui se questionnent à savoir comment j'ai commencé mon blog Conscience du Peuple. Ça a commencé à l'âge de 16 ans. J'ai eu entre les mains les cassettes du père Régimbald, qui est c'était un prêtre catholique du renouveau charismatique. C'est un prêtre très controversé, un peu de la trempe de Serge Mona, du docteur Pierre Gilbert. Puis j'ai eu ces cassettes-là, j'en avais 6, puis il parlait, le père Régimbald, la marque La Bête, la micropuce, les Illuminati, les francs-maçons et tout ça. Ça, c'est Mais en moi, 1980, ça. oui, c'est en 1980. OK, Fait que là, vous wow. allez pouvoir décoder l'âge que j'ai, mais je m'en fous. Euh, et j'écoutais ça, mais moi, dans ma tête de jeune fille de 16 ans, je comprenais pas grand-chose. Tu sais, j'étais instruite comme tous les élèves de secondaire, mais j'avais pas la capacité de comprendre ce que j'écoutais. Là où ça l'a résonné, c'est à l'âge de 24 ans, j'ai commencé à travailler en finance internationale. Et là, bon, j'allais dans des conventions au Bahamas, au Mexique et tout ça. Et j'ai rencontré, bon, il y avait David Icke, le bizarroïde David Icke, qui nous parlait, bon, évidemment, des francs-maçons, des Illuminati, 33e degré, bon, toutes les théories du complot qu'on connaît de David Icke. Là où ça m'a vraiment interpellée, c'était avec Edward Griffin. Ah Edward ouais. Griffin, il a écrit le livre Creature from Jekyll Island sur l'historique de la Fed américaine, la création de la Fed par un consortium privé de banquiers. Et là, quand il a exposé tout ça, puis bon, avec David Icke, puis il y avait John Rappaport aussi, puis il y avait d'autres speakers. Et là, tout ce que j'ai entendu à l'âge de 16 ans, Ça se ça a met en tout place. ça s'est tout mis en place et là, ça l'a attiré. J'étais curieuse de nature, rebelle de nature. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas, que le discours de mes parents, le discours des gens autour de moi, c'était complètement incohérent dans ma petite tête de jeune fille Ouais. rebelle. Et là, c'est pour ça que je me suis lancée là-dedans, mais vraiment beaucoup. Fait que ça a commencé par un recueil de feuilles que j'ai entassé.
Puis là, je me suis ramassée avec une brique d'à peu près, je pense qu'il y avait 200-300 pages. J'ai fait relier ça parce que dans ce Wow! temps-là, les impressions, l'Internet commençait quasiment, tu sais. Fait que, puis je vendais ça, je pense 200 $. Et là, il y a un de mes amis qui a dit, Isabelle, faut que tu partes un site Internet, ça n'a pas de bon sens, tu as ben trop d'informations intéressantes là-dedans. Et c'est là qu'est né Conscience du peuple, mon premier site Conscience du peuple. C'était avec la matrice, j'ai commencé avec un forum, mais à un moment donné, j'ai eu mon site, c'était la pilule bleue, la pilule rouge là, de la matrice. Fait que tu cliquais sur la pilule rouge, ben là, tu rentrais dans le site. Si tu cliquais sur la pilule bleue, tu avais une petite chanson berceuse, tu avais des petits sons qui. C'est un peu quétaine, mais bon, j'ai commencé comme ça. Fait que tout ça pour dire que ça a commencé à être semé dans ma tête à l'âge de 16 ans. Et aujourd'hui, 20 ans plus tard, ben, je vous expose ce que je vous expose ce soir avec toute l'humilité, mais je pense qu'avec ce que vous allez voir ce soir, il n'y a pas besoin de démonstration additionnelle. C'est assez convaincant, merci. Ouais, fait que tu nous as préparé quelque chose. Je pense que ta présentation a fait quand même plusieurs slides, hein, plusieurs diapositives de préparer. Tu peux-tu nous préparer ou nous donner peut-être une entrée en matière sur quoi tu vas nous parler, le genre de table de matière de ta présentation là, pour les prochaines minutes? Oui, je vais le faire. Pour ceux qui ne connaissent pas Conscience du peuple, rapidement, il y a mon blog. Vous avez l'adresse qui est affichée conscience du peuple blogspot.com. Puis ma page Facebook, ben, vous tapez Conscience du peuple. Je pense qu'il y a d'autres Conscience du peuple là, sur Facebook, mais mon logo est assez particulier. Hein? Fait que vous allez reconnaître ma page avec ce logo-là. Alors, oui, de quoi nous allons parler? Je mets mes lunettes de vieille. On va parler que la crise de la COVID, comme je le disais tantôt, est un catalyseur pour la mise en place accélérée et durable d'une gouvernance mondiale sur la trame de fond de l'agenda 2030. Je sais que la gouvernance mondiale, nouvel ordre mondial, c'est école portée, c'était beaucoup exploité, surexploité par les théoriciens du complot, dont je fais probablement partie, mais je m'en moque. Ouais, Mais là, vous allez voir. à partir du moment où tu as des preuves, on peut enlever le mot théorie. Hein? Quand c'est prouvé, c'est plus une théorie, c'est un complot. Ben là, c'est ça que je vais vous Euh, démontrer ce c'est soir, ça. sans Hein? nul doute. Les décrypteurs, je les invite à venir se joindre à cette présentation. Pas parce que je veux challenger les décrypteurs, ils font leur job, ils sont payés pour décrypter des supposés mensonges, parce que la vague des médias indépendants, puis la vague pour dénonciatrices, elle est très forte et très puissante. Fait que moi, j'ai pas de problème avec eux autres. Ils sont payés pour faire leur job, mais là, il n'y a pas de théorie du complot ici, il y a la démonstration d'un complot. Fait qu'on va aller encore, là, on va parler évidemment de la gouvernance mondiale, on va la démontrer, on va démontrer le plan stratégique de la gouvernance mondiale, c'est écrit noir sur blanc, mais on va aller beaucoup plus loin ce soir parce que j'ai déjà fait une petite présentation. Je vais faire un survol ce soir parce que je trouve ça hyper important. On va parler de l'identité numérique, la reconnaissance faciale, des technologies de surveillance en temps réel des individus, tout ça qui est un copier sur le modèle chinois. Moi, je suis convaincue que tout ce qui se met en place dans les pays occidentaux actuellement se veut être une réplique du système de surveillance globale en Chine avec le système de crédit social. On n'est peut-être pas rendu au crédit social actuellement, mais je pense que même nos Facebook, il y a des compagnies qui vont vérifier nos Facebook, ce n'est pas un secret, là. Ils vont vérifier nos Facebook pour peut-être, quand on fait des demandes d'assurance, quand on fait des demandes d'emploi, il y a déjà des corporations, des sociétés qui vont vérifier dans nos profils quel genre d'individu on est. Donc, oui, le crédit social, c'est basé sur les bons comportements que l'État s'attend de nous et on est fiché et des scores, on est noté par rapport à nos comportements en société et c'est ce qui nous donne des privilèges ou des sanctions. Donc, On va parler des technologies. Ça existe déjà en Chine, ça. Hein? Oui, Ce que tu racontes depuis, là, oui. ça, c'est efficient depuis 2019. Ça s'est mis Oh. en place, évidemment, un peu avant, mais le système de crédit social était pleinement effectif en 2019. Et en 2020, là, sont rendus, je pense qu'ils vont avoir 460 millions de caméras bientôt en Chine, si ce n'est pas déjà fait. Là. 460 millions de caméras. Tout ça pour contrôler les gens. Tout ça pour contrôler les gens, pour contrôler l'activité des gens.
Mhm. Fait qu'on va aller aussi dans les technologies d'intelligence artificielle, biotechnologie. On va parler de vaccins, évidemment. On va parler de plein de choses comme ça. Je ne veux pas tout amener les sujets en détail. Euh, Ensuite, on va faire un constat sur la situation actuelle. Je pense que je ne vous apprendrai rien en vous disant que je crains très fortement une deuxième vague. Je suis même persuadée, là, je cherche à être humble dans mon affirmation, mais en fait, je ne veux pas être humble. Je pense qu'on s'en va vers une deuxième vague, assurément, avec un reconfinement total ou partiel. J'en suis pas certaine. Fin de l'été, début de l'automne, vaccination obligatoire, imposition de passeport d'immunité pour des droits d'accès, dépistage systématique dans certains lieux. Quand je dis dépistage, c'est avec les tests PCR, de voir, tu sais, le fameux Q-tips qui nous rentre jusqu'en arrière des oreilles, là. Dépistage, je crois que ça va s'accélérer dans la deuxième vague. Puis la deuxième partie qu'on ne fera pas aujourd'hui, évidemment, mais qui va être très intéressante puis essentielle à mon avis, c'est on fait quoi? C'est beau tout ça. On fait quoi concrètement dans notre vie? Quand on sait ça, on fait quoi? Fait que la deuxième partie va être à ce sujet-là. Alors, on commence avec le programme de développement durable, les 17 objectifs qui ont été fixés par les Nations unies en 2015 par 192 États membres. Donc, on peut dire que la plupart des pays sont impliqués dans cette réforme mondiale, cette réforme globale de tous les fonctionnements de notre société, tant au niveau des innovations technologiques, tant au niveau social, au niveau de la santé. Tu sais, on le voit, les icônes le disent, là. Et leur objectif, c'est pas de pauvreté, qu'il n'y ait plus personne qui meurt de faim. Tout le monde est en santé, tout le monde a accès à la vaccination, tout le monde a accès au planning familial, hein, l'avortement, la pilule contraceptive, les villes connectées, tout le monde a accès à Internet, identité numérique, tout ça fait partie des objectifs des Nations unies, auxquels tous les pays ont signé. Corée du Nord n'est pas là, étrangement. En fait, ce n'est pas étrange du tout. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que tous les pays occidentaux en font partie. Et dans les médias, évidemment, avec Dr Arruda ici, qui est notre directeur de santé publique, ça l'a fait un scandale quand on s'est aperçu qu'il avait une petite anneau qu'on pensait au départ peut-être être un arc-en-ciel, hein, ça va bien aller. Mais les gens qui connaissaient le logo des objectifs de développement durable ont tout de suite vu que c'est vraiment l'épinglette des Nations unies que porte le docteur Arruda. Et ça l'a choqué et ça choque encore beaucoup de gens. Moi, ça ne me choque pas du tout. Selon moi, c'est dans l'ordre des choses. Dr Arruda est un directeur de santé publique, tout comme le Dr Salomon en France, et ils sont tous sous les instructions de l'ONU. Ils font tous partie d'un programme. Puis on va rentrer dans le site de Accélérer 2030 Québec, hein, parce que le Québec est impliqué dans les objectifs de développement durable, Agenda 2030, et ils ont un site que je vais vous montrer dans quelques secondes. Ici, on voit hein, créer un plan d'action collectif mondial pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Fait que tous les petits points correspondent à des villes, un peu comme le Québec, qui font partie intégrante de l'agenda, qui ont mis en place des chantiers pour en arriver à 2030 aux objectifs, évidemment, nommés par l'ONU. Donc, on va aller voir... Excuse-moi, Isabelle, Arruda, là, OK, bon, mis à part son incompétence crasse, tu crois-tu qu'il ne doit pas être au courant de tout ça? Lui, il doit penser qu'il fait le bien dans tout ça. Là, il doit penser, lui, que... Parce que quand tu lis, tu vas nous le montrer, quand on regarde les objectifs du développement durable, c'est des objectifs qui sont nobles. Alors, tu sais, haïr Arruda, on peut l'haïr pour son incompétence, mais c'est probablement pas un gars qui se lève le matin et qui dit, moi, je veux faire le mal, je veux tuer du monde, là. Es-tu d'accord avec moi là-dessus? Ben non, clairement. Moi, j'ai aucune haine. Tu sais, oui, il y a eu des ratés au niveau de la gestion de la crise, c'est clair, mais c'est comme ça en France, c'était comme ça en Italie, c'est comme ça aux États-Unis, c'est partout. Tu sais, juste les masques, l'équipement sanitaire, on a reproché au Canada d'avoir envoyé 16 tonnes au mois de février à la Chine de masques, de visières, je sais pas, mais des jaquettes, des gants et tout ça. La France a fait la même affaire, puis les États-Unis ont fait la même affaire. Ils ont envoyé 16, 17, 18 tonnes au mois de février en même temps que le Canada. Fait qu'il y a comme
une coordination d'incompétences dans plein de pays. C'est sûr qu'il y a des pays qui ont bien réussi. Ben, Mais on moi, s'entend. Dr. Arruda, c'est pas parce que je veux le défendre, mais ce gars-là suit des instructions qui viennent d'un département régional des Nations Unies, de l'OMS en fait, et lui, il suit les ordres. Est-ce que c'est un carriériste? Puis qu'en faisant un bon boulot pour les gens qui sont au-dessus de lui, qui le commandent, il est en train de se magasiner un poste à l'Organisation mondiale de la santé. C'est bien possible. Fait qu'il a intérêt à faire une bonne job, à suivre les instructions, à peut-être pas plaire au peuple, mais à plaire à ceux à qui il obéit. Ben Fait que oui. c'est pour ça que Dr. Arruda, pour moi, bon, puis je comprends, il y en a qui critiquent sa gestion de crise, puis tout ça, mais moi, ça m'atteint plus ou moins. Mais c'est important ce que tu as dit, Stéphane, tantôt, parce qu'effectivement, le programme de l'Agenda 2030, c'est toujours sur des. Tout est légitime, ça paraît bien, c'est très arc-en-ciel. Hein? Juste les couleurs qu'ils utilisent, le langage est toujours très angélique. Fait que ce qui nous présente, c'est une réforme de l'humanité pour le bien de l'humanité. Et, tu sais, ici, là, sur leur site, ils disent, oui, Oui, tu dis ça, là, mais non, je vais me taire parce que je pourrais partir 1 heure là-dessus. Mais en résumé, on tu fera une sais, autre oui, émission là. c'est 17 objectifs nobles, mais ils n'ont aucun scrupule à tuer 500 000 personnes en 4 mois pour y arriver, tu sais. Ouais, mais ça, on va en parler un On petit peu pourrait plus en tard. parler plus tard. Tiens-toi, Stéphane. Oui, oui, On oui. va en parler un petit peu plus tard. Tu vas avoir l'occasion de développer là-dessus. Fait que juste pour l'énoncé qu'il y a sur leur site, là, le programme 2030, sur le site de l'ONU, de l'Agenda 2030, le programme 2030 vise à créer un monde sûr, sans pauvreté, ni famine, qui connaîtra le plein emploi, l'accès à un enseignement de qualité et à une couverture sanitaire universelle, soins de santé, contraception, vaccination, l'égalité des genres et le renforcement du pouvoir de toutes les femmes et de toutes les filles, ainsi que la fin de la dégradation de l'environnement. C'est-tu pas extraordinaire? Non, 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 absolument pas. C'est de mon cru. Là, je vous rappelle qu'on est sur le site Accéléré 2030 Québec. C'est un site qui a été fait expressément pour le Québec, Agenda 2030. Fait qu'on va peut-être pas lire au complet, mais la relance économique présente une opportunité historique d'adopter une vision long terme pour la société québécoise. Nanana. Moi, ce qui m'intéresse, ici, on voit le ministre de la Famille qui est responsable de ce dossier-là au gouvernement canadien. Et moi, c'est les chantiers qui m'intéressent, les 5 grands chantiers stratégiques. Puis vous allez voir que la loi 61, là, très controversée, je l'admets, inacceptable, puis je suis très contente qu'elle ait été repoussée, mais elle a été repoussée. C'est à peu près certain qu'elle va être votée à cause de ce qui est écrit là. Donc, le 1, adopter le cadre de mesure des objectifs de développement durable de l'ONU et adapter les indicateurs au contexte québécois. Phrase creuse qui ne veut absolument rien dire. Rassembler tous les acteurs engagés dans la démarche et bâtir ensemble une feuille de route. Encore une phrase creuse. Stimuler la collaboration des réseaux et créer des partenaires innovants. Ici, on fait beaucoup appel au secteur, tu sais, là, c'est le secteur public, le secteur privé qui s'allient ensemble. Et ça, on va le voir dans la gouvernance mondiale, c'est plus juste les États qui gouvernent, c'est les États et les grandes corporations, les grandes sociétés internationales. Fait que c'est comme un gouvernement Inc., un gouvernement incorporé avec les grandes industries. Là où je trouve ça intéressant, c'est simplifier l'accès au financement structurant long terme. Ça, c'est la loi 61. À mon avis, peut-être que je fais une mauvaise interprétation. Il faut simplifier l'octroi de fonds philanthropiques, publics et privés à travers un processus standardisé et un cadre commun de mesures afin de soutenir les projets innovants qui ont un impact long terme pour le Québec. Fait que c'était ça qu'elle voulait, la loi 61. Elle voulait qu'on puisse débloquer des fonds euh, indéterminés de façon, tu sais, ouvrir les vannes, puis pas avoir trop de mesures de contrôle pour pouvoir bâtir des projets d'infrastructure sans qu'il y ait trop d'embûches. Fait que ça correspond exactement à cet objectif-là qu'on trouve à l'ONU aussi, là, tu sais. Sensibiliser la société québécoise à l'ambition des objectifs 2030. Il faut informer les citoyens, les entreprises et les réseaux afin de stimuler l'engagement envers les objectifs 2030. Hein, on veut nous dire qu'on travaille pour notre bien, mais ça, on pourra en douter à la fin de la présentation. Donc, je reviens. On passe à l'autre.
Là, on vient de parler des Nations unies, on vient de parler de l'Agenda 2030 des objectifs de développement durable. En parallèle, on a le Forum économique mondial, qui est une entité internationale qui regroupe des leaders politiques, qui regroupe des gens des plus grosses compagnies. Et la dernière réunion, ça a lieu à toutes les années à Davos, en Suisse. Et ça a lieu, je ne sais pas si c'est tout le temps au mois de janvier, mais cette année, c'était du 22 au 24 janvier. Puis il y avait 3000 leaders politiques, chefs d'entreprise, des artistes, des dignitaires. Évidemment, je n'ai pas été chercher les noms de tous les présents, mais je vous ai mis quand même les noms les plus qu'on connaît, puis des associations quand même qui peuvent paraître étranges. Donc, Donald Trump était présent, Greta Thunberg. Je ne suis pas sûre qu'ils étaient assis un à côté de l'autre. George Soros, hein? George, il était avec Donald dans la même salle, mais ça ne veut pas dire qu'il était assis un côté de l'autre non plus. Le lien entre les deux semble, en théorie, pas très commode. Leur relation Mais, semble pas très bonne. mais là, tu peux-tu me dire ce que Greta Thunberg faisait là? Greta Thunberg, c'est la petite adolescente là, qui nous faisait la morale sur les changements climatiques et le CO2, là, la fille qui est capable de voir avec de ses yeux les molécules de CO2. Là. C'est elle? Tout à fait. Ben, Greta, c'est l'icône des changements climatiques. Puis, Fait que puis elle était assise là, elle, la petite de Oui, 15 ou oui, 16 ans. Là. oui, Wow, oui, oui. Puis elle a elle, fait un discours, là. C'est elle a clair qu'elle beau- a fait un discours. elle a beaucoup de compétences, elle. C'est une grande scientifique. OK, ben ça en dit beaucoup. Merci beaucoup. OK, je te dérange plus, vas-y. Ben, je pense que c'est le fait que c'est une jeune fille, autiste de surcroît, qui attire la sympathie. Puis on le sait qu'ils ont tendance à utiliser des images, plus l'image que représente Greta plutôt que l'individu elle-même, parce que cette jeune fille-là, je pense qu'elle connaît un petit peu le dossier des changements climatiques, mais elle n'est pas consciente à quel point elle est instrumentalisée. Et ça, c'est un scandale, tant qu'à moi, que cette jeune fille-là, que ses parents la laissent être une Ben, marionnette ben comme ça. oui, c'est ses parents, là. Ses parents qui sont des Ah, acteurs complètement, connus, qui font partie de complètement. l'establishment de l'élite. Tout à Et fait. il y avait l'icône parfaite pour pousser Greta Thunberg sur l'avant-scène et promouvoir l'agenda mondialiste des changements climatiques. Puis ils l'ont fait et ben, on voit ce Tout à que ça fait. donne. Tout à fait. Puis, et bon, il y avait une centaine de représentants chinois, hein, qui étaient présents. Je n'ai pas mis leur nom. PDG de JP Morgan Chase, Fondation Rockefeller, Bill Gates, évidemment, Google, Facebook, je ne l'ai pas nommé, mais il est là, Prince William, François Legault. François Legault, premier ministre du Québec, du 22 au 24 janvier, il était à Davos, au Forum économique mondial. Shakira, Matt Damon, bon, Shakira, elle a dû chanter pour divertir la foule. Matt Damon, représentant d'Hollywood, évidemment. Et il y a énormément de pays. Combien qui sont de pays? Je ne sais pas combien il y a de pays. Il y en a énormément qui sont présents dans le Forum économique Écoute, moi, mondial. Isabelle, le fait que notre premier ministre était à Davos avec cette gang-là, donc on peut présumer que tout ce que tu vas nous dire aujourd'hui sur le Forum économique mondial, sur le volet mondial, notre premier ministre Legault va nous y propulser puisqu'il fait partie prenante de ces gens-là, de ces décideurs-là. Est-ce que je me trompe? Mais non, c'est clair, là. C'est clair. Il est au courant de tout ce que je vais vous montrer là. Fait qu'après ça, de penser que est-ce que la CAQ, c'est un bon parti? Est-ce que François Legault, dans le fond, c'est un bon gars, puis il s'est laissé entraîner par Dr. Arruda? On n'est pas là, là. On n'est pas là. François Legault est très au courant, puis vous allez voir, là, on va rentrer dans le terrier du lapin, puis vous allez être surpris à quel point il est impliqué, M. Legault. Étrangement, Justin Trudeau et Emmanuel Macron n'étaient pas là cette année. Ils n'étaient pas présents au Forum économique mondial. Je ne sais pas où ils étaient. Fait qu'on voit que, bon, la Russie, la Chine, Israël, l'Iran, la Turquie, les États-Unis, le Canada, le Québec sont là. Il y a plein d'autres pays, évidemment. Il y a la Corée du Nord que je n'ai pas trouvé dans le Forum économique mondial. On peut peut-être comprendre que c'est une nation à part. Et le président qu'on va voir tantôt dans une vidéo, celui qui a comme parti le Forum économique mondial, Klaus Schwab, c'est un Allemand, c'est un ingénieur économiste allemand. C'est lui qui a parti le Forum économique mondial il y a une trentaine d'années. Je pense en 71, puis c'était destiné plutôt à la région européenne. C'était des leaders européens et au fil du temps, ça s'est globalisé, si on veut. Et je dirais que le Forum économique mondial
et l'instance internationale qui domine et qui dicte nos politiques internationales et nos politiques nationales. Parce que là, ce qu'on va comprendre, là, c'est que c'est plus juste des orientations mondiales, c'est des orientations nationales de nos pays qui impliquent nos vies, nos quotidiens. Puis vous allez voir, c'est pas à peu près. Alors, voilà le Forum économique mondial. Je vais rentrer, je sais que j'ai fait une présentation précédemment là-dessus. J'y retourne parce que ce que je me suis aperçue, moi, j'y vais à toutes les semaines sur ce fameux virus-là. Et ce que je m'aperçois, c'est qu'à toutes les semaines, ils nous rajoutent des trucs. Ils rajoutent. Donc, il ressemble à un virus avec ces spécules. Et ce virus-là est upgradé et on rajoute des trucs à chaque. Ben, je ne sais pas si c'est à chaque semaine, mais là, cette semaine, il y en a eu des nouveaux. Et ça, selon moi, pas selon moi, vous allez le constater, c'est le plan de la gouvernance mondiale. C'est détaillé. Il y a 250 layers. Là. Il y a 250. Mais écoute, ça, là, ça a été présenté quand, ça? Pour la Ben, première écoute, fois, ça, parce que là, il faut comprendre que ce qu'on voit là, c'est un coronavirus, le COVID-19, et on voit toutes les spicules, là. ouais. Euh, déjà, à fin février, Arruda se promenait sur les radios de Québec, entre autres, pour dire que c'était un virus banal qui était moins pire que la grippe, puis qu'il fallait pas s'énerver le poil avec ça, qu'il fallait plus avoir craindre l'influenza que le COVID. C'est ça qu'il nous disait. Mais pendant tout ce temps-là, le virus, ce virus-là, les spicules du Forum économique mondial, il existait déjà. C'est bien ça. Donc, Puis, juste ça, c'est assez pour dire que c'est programmé, comme tu disais au départ, longtemps d'avance. Parce que faire un site web de même, ça se fait pas en un mois. Là. Il y a des milliers de documents là-dedans. Là. ben, écoute, est-ce que le spécule, pas le spécule, mais le virus était déjà programmé, déjà sur le site du Forum économique mondial avant la crise de la COVID? Je ne sais pas. Ça a attiré mon attention au début mars à peu près. Fait que je ne peux pas attester que ça a été créé. C'est sûr que c'est un logiciel. Je ne m'y connais pas tant en informatique, mais je crois qu'il y a pas mal de programmation là-dedans. Mais là, on va rentrer dedans, Stéphane, si tu le veux bien. Fait que le forum économique, quand on arrive, ça, il faut s'abonner pour avoir accès au petit virus. Il faut s'abonner avec son courriel et un mot de passe. Sinon, vous n'y aurez pas accès. Ça prend un ordinateur avec un téléphone cellulaire. Oubliez ça, ça ne marche pas. L'animation est trop vaste. Donc, sur le site, on lit la propagation de la COVID-19 exige une coopération mondiale entre les gouvernements, les organisations internationales et le monde des affaires. Hein, ici, vous avez le trio qu'on va répéter tout au long de la présentation. Cette coopération multipartite est au cœur de la mission du Forum économique mondial en tant qu'organisation internationale de coopération publique-privée. Très important à retenir. Donc, on rentre dedans. Moi, je vais suivre mon petit guide, là, pas me perdre, parce qu'on peut se perdre dans ce petit virus-là. Non, non, non. Attends, je vais aller fermer ça ici. Je vais aller ouvrir ça là. Donc, ça, on voit ça quand on entre sur la plateforme COVID-19 sur le site du Forum économique mondial. On rentre, on voit ça, COVID-19. Alors, on peut aller évidemment cliquer sur chacun des petits icônes ici qui va ouvrir sur plein de tentacules. Moi, je vais aller ici parce que je vais vous faire une démonstration rapide de ce qui va venir par la suite dans ma présentation. Alors ici, j'ai cliqué sur réponse et recovery. C'est quoi, Stéphane? Donc, récupération. Donc, on voit s'illuminer ici plein de trucs. Hein, on a le gouvernement mondial. On va aller ici, The Great Reset. Ça, là, je veux dire, selon moi, là, ça vient pas mal tout dire. Là. Great Reset en français, c'est la grande réinitialisation. Et on le retrouve là, statique sur une image, mais je veux vous dire que le Fonds monétaire international, la présidente ou la directrice, en fait, du Fonds monétaire international, a nommé récemment la grande réinitialisation. Ça a passé dans plein de médias. C'est pas une théorie de conspiration, c'est vraiment un plan de match. Et ils disent que la grande réinitialisation
est suscité par la crise de la COVID-19. Hein? Alors, on va aller ici. Fait qu'ici, on voit encore plein de petites icônes qui s'illuminent. Vous pourrez aller fouiller. Je vais aller ici. Gouvernement mondial. Fait que c'est écrit, là. C'est écrit, ceux qui pensent que c'est un délire conspirationniste, ben, c'est à vous de le penser. Et on va aller encore plus profondément. Et là, on va aller ici. Fait que là, on est dans la gouvernance mondiale. On va aller dans la 5G. Hein? On va aller dans la 5G. Après ça, on va aller... Fait qu'ici, on voit la 5G. La 5G est développée ou est utile dans quel domaine? Bien, dans le domaine, celui que je vais vous montrer, identité digitale. Et voilà. Puis on a gouvernance par Internet, Internet governance. Fait que dans le fond, tout ça est en train de nous dire qu'ils sont en train de mettre en place une gouvernance mondiale à partir de la crise de la COVID-19. C'était déjà le cas. Je veux dire, la gouvernance mondiale, ça n'a pas été inventé parce que la COVID-19 est arrivée. C'était quelque chose qui était déjà en place depuis plusieurs années, mais la COVID vraiment est venue comme propulser, comme c'est ça, comme je disais tantôt, un catalyseur, là, je pense que c'est le meilleur mot pour l'exprimer. Donc, on va sortir de... Fait que ça, si vous voulez aller le voir, vous allez dans le... Je vais être capable de le trouver par là. Vous allez dans plateforme COVID-19, puis vous allez voir, il y a un petit masque pour rentrer dans l'animation, mais il faut vous inscrire parce que sinon, vous n'y aurez pas accès. Alors, on continue. Stéphane, on va maintenant présenter, avant que tu le mettes, je vais juste introduire. Ici, on a Klaus Schwab, hein, l'économiste et ingénieur allemand, qui a, il est le président du Forum économique mondial, puis c'est lui qui a parti le Forum économique mondial, qui à l'époque était le symposium de la gestion européenne, là, quelque chose comme ça. Donc, lui, ça fait plus de 30 ans qu'il est assis sur cette chaise-là. Et il va avoir, lui, un autre intervenant, et le prince Charles. Portez attention à ce qu'il dit. Stéphane va mettre la traduction. Portez attention à ce qu'il dit. C'est spectaculaire ce qu'on nous dit là, à mon sens, à moi. COVID-19 crisis has shown us that our old systems are not fit anymore for the 21st century. It has laid bare the fundamental lack of social cohesion, fairness, inclusion, and equality. Now is the historical moment, the time, not only to fight severe virus, but to shape the system for the need for the post-corona era. The Great Reset is a welcome recognition that this human tragedy must be a wake-up call. As you rightly say, it is imperative that we reimagine, rebuild, redesign, reinvigorate, and rebalance our world. But these are unprecedented times. Every person on the planet has been impacted by the coronavirus pandemic. Our world came to a standstill, and it became clear that we did not have the answer or the mechanisms to address such an unprecedented global threat. The threats posed by this dreadful pandemic came upon us suddenly with very little warning. The threat of climate change has been more gradual, but its devastating reality for many people and their livelihoods around the world, and its ever greater potential to disrupt, surpasses even that of COVID-19. We have a golden opportunity to seize something good from this crisis. Its unprecedented shockwaves may well make people more receptive to big visions of change. A global crisis like pandemics and climate change know no borders, and highlight just how interdependent we are as one people sharing one planet. OK. Fait qu'à 7,58, look at this crisis as the great opportunity for reset. From the perspective.
Ben, en fait, pas grand-chose, parce que tout est dit. Tout est dit. Moi, j'en reviens pas, tu sais, j'en reviens pas qu'ils nous disent ça d'une façon aussi directe. Peut-être qu'il y a des gens qui sont pas sensibilisés, vont voir ça comme un langage angélique qui est tout à fait légitime de la part des gens qui veulent amener des changements positifs dans l'humanité, qui veulent abattre toutes les injustices et les inégalités. Mais je veux dire, c'est assez clair, là. Puis, tu sais, je vois juste ici, moi, j'ai devant les yeux, là, une citation de M. Schwartz, j'ai de la misère avec son nom. Il dit « Maintenant est un moment historique, non seulement pour combattre un virus grave, mais aussi pour modeler le système. » Modeler Un le moment système. historique. Puis, tu sais, le grand reset, modeler le système, ça veut dire, puis là, les gens, il faut qu'ils comprennent ce que ça veut dire, là. Les jobs vont disparaître, les faillites vont progresser. L'argent que vous avez dans votre compte de banque ne vaudra plus la valeur que vous pensez que ça vaut. Les biens vont... on se demande même si la propriété privée va exister encore longtemps. Il y a des avenues là-dessus là, qu'on va devoir explorer. Alors, puis ce qu'il nous a dit dans cette vidéo-là, c'est quelque chose que, honnêtement, que moi je sais depuis 2004-2005, mais toi depuis 1980. Alors, c'est un plan qui date qui date de 40 ans. Ben, plus longtemps que ça, possiblement, mais ça fait 40 ans que toi, t'en entends parler. Et là, ça se met en place sous nos yeux. Ben, tu sais, il y a beaucoup de littérature qui décrit, tu sais, si je prends le livre le plus populaire, je vais en faire allusion tantôt, Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Moi, je pense qu'on s'approche drôlement de ce roman dystopique. Mais ici, j'en ai mis quelques citations. Ça, là, c'est toutes des citations qui viennent du site du Forum économique mondial. J'ai rien inventé, là. La crise de la COVID affecte toutes les facettes de la vie des gens. Attends, je vais juste tasser la fenêtre, j'ai de la misère. La crise de la COVID affecte toutes les facettes de la vie des gens dans tous les coins du monde. Mais la tragédie n'est pas nécessairement son seul héritage. Au contraire, la pandémie représente une fenêtre d'opportunité rare mais étroite pour réfléchir, réinventer, réinitialiser notre monde afin de créer un avenir plus sain, plus équitable et plus prospère. Pour obtenir de meilleurs résultats, le monde doit agir conjointement et rapidement, et on le constate, ça agit rapidement en ce moment, pour réorganiser tous les aspects de nos sociétés et économies, de l'éducation aux contrats sociaux et aux conditions de travail. Fait que c'est pas juste d'adapter la société à une crise sanitaire en portant des masques, distanciation sociale. Non, 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 non. Là, on parle de tout réformer. On réforme tout au nom de la crise sanitaire. Mais il y a un lien, moi, que j'ai de la misère à faire, là. Tu comprends, Isabelle, que tout Et ça... en même temps, il est facile à faire. Tu sais, ils n'ont pas réussi à désarmer les Américains, là. Tu pourras pas enfoncer de telles lois liberticides dans la gueule des Américains sans espérer une révolte. Les Américains, il y a 350 millions d'armes en circulation, probablement plus aujourd'hui. Les munitions, ça se compte en milliards. J'ai dit, ça va être sanglant ce qui va se passer aux États-Unis parce que... Oui, clairement. Puis, ça ne peut pas faire autrement. Ça peut pas faire autrement. Puis là, la COVID, là, c'est un prétexte. On le sait que c'est un virus qui est artificiel, qui a été créé en laboratoire, qui a probablement été relâché on purpose, justement pour accélérer, catalyser ces changements-là. Mais une chose est certaine, c'est que c'est pas terminé parce que s'il n'y a pas de reconfinement, leur plan il tombe à l'eau, là. Il faut que les gens se plient à ça. Là, ils ont le bras dans le tordeur jusqu'au coude, puis la tête va y passer s'il n'y a pas un reconfinement. Donc, il faut qu'il se passe de quoi. Donc, les gens, s'ils pensent que c'est terminé, puis tout ça, ça serait un miracle que ce soit terminé. Mais tu sais, puis je pourrais développer, mais moi, ce que je sens, Stéphane, beaucoup, parce que j'écoute d'autres médias indépendants, tu sais, j'écoute tout, là. Je me nourris de tout, parce que je veux comprendre comment Parce que, tu sais, moi, ça fait 20 ans que je parle de ça, pas que je suis pas immunisée contre ça. Par contre, ça fait tellement partie il n'y a plus grand-chose qui me scandalise. Par contre, je suis assez stupéfaite de voir la vitesse à laquelle ça change présentement. Ça, j'ai jamais vu ça en 20 ans. Là, on est vraiment dans l'accomplissement. Là, on est dans le concret. Là, ils clenchent la machine solide. Mais ce que je vois, là, c'est que les gens, actuellement,
misent tous leurs espoirs sur Donald Trump. Ah, là voilà. Eh oui. Ouais. Puis là, ben, je Et n'aurais parlé boy. plus tard, mais on pourrait y être. Et moi, ce que je constate là, dans tout l'univers Internet, Twitter, Facebook, c'est que les gens misent tout sur Donald Trump parce qu'ils savent, ils sentent en dedans d'eux-mêmes. Puis il y en a, je pense, qui se mentent à eux-mêmes, qui sont carrément dans un déni non volontaire parce que ça amène une anxiété épouvantable. Si Trump n'est pas réélu, puis moi, je ne crois pas que Trump va sauver la mise. Même s'il était réélu. Je doute qu'il va être réélu, mais je doute. Si tu me demandais mes arguments, ben, je ne suis pas sûre que j'irais là, mais moi, je doute qu'il va être réélu parce que Donald Trump, il faut qu'il débarque de là. Selon moi, il faut qu'il débarque de là. Mais les gens qui ont tout misé sur Donald Trump, puis que le jour où ils vont dire c'est la vaccination obligatoire, c'est l'identité numérique obligatoire, vous devez vous soumettre à nos ordonnances, c'est le reconfinement. Tu ne veux pas te reconfiner, tu sais, ça me fait penser un peu à, tu sais, parce que là, il y a beaucoup de dissidence qui s'installent. Puis je comprends les gens qui sont révoltés puis qui ont l'impression de se faire flouer par cette crise-là, puis qu'on profite pour nous rabrouer nos droits et libertés. Ils ont tout à fait raison, là. Puis ce combat-là, je le comprends. Selon moi, il est inutile, mais je comprends ces gens-là, puis je trouve que c'est un combat noble. Mais il y a une dame qui s'est filmée, je pense que c'est hier ou avant-hier, elle vient pour rentrer dans un Dolorama, puis elle ne veut pas se laver les mains au Purel. Tu sais. Puis la fille, elle dit, ben non, tu ne rentres pas ici, il faut que tu rentres avec du Purel. Puis la madame, ben, elle s'est ostinée. Puis finalement, ça a fini avec la police, puis elle a fini avec un ticket. Fait que je me dis, puis là, ben, elle était toute contente de dire ça sur Internet. Tu sais, la madame était fière d'elle parce qu'elle avait été dissidente, mais la dissidence, là, ils y ont pensé, hein, la gouvernance mondiale. S'ils ont pensé à faire un plan aussi élaboré et de nous clencher ça actuellement à une vitesse grand V, puis vous allez le voir dans mes prochaines slides, vous allez voir que la dissidence, ils y ont pensé. Je ne dis pas que ça va être facile. Ça risque peut-être aux États-Unis particulièrement de faire couler du sang dans les rues, parce que comme tu dis, les Américains, les patriotes ne laisseront pas faire. Là. La journée qu'ils vont dire la vaccination est obligatoire, d'après moi, il y en a qui vont, les oreilles vont le chauffer, puis ils vont peut-être sortir dans les rues avec les armes. Mais en même temps, on va le présenter, Stéphane, avec la vidéo que tu vas, juste la vidéo qu'on s'est introduite tantôt. On peut éliminer du monde assez facilement, là, même avec un AK-47 dans les mains ou un calibre 50. Il y a des technologies à cette heure qui sont assez performantes, puis je pense qu'elles ont été développées justement dans cette optique-là où il y aurait une rébellion armée, une révolution civile. Alors, pour terminer sur ce sujet-là ici, en bref, nous avons besoin d'une grande remise à zéro du capitalisme. C'est assez clair, la Great Reset, et avec des pertes en nombre croissant dans de nombreuses ici, c'est important. Il existe de nombreuses raisons de poursuivre une grande réinitialisation, mais la plus urgente est la COVID-19. Ayant déjà fait des centaines de milliers de morts, la pandémie représente l'une des pires crises de santé publique de l'histoire, et avec des pertes en nombre croissant dans nombreuses parties du monde, c'est loin d'être terminé. Fait que ceux qui disent que c'est terminé, ben dites-vous une chose, l'élite, ceux qui dirigent, qui sont en haut là, de l'échelle du centre de commandement, là, qui nous disent tu confines, puis tu sors pas de chez vous, puis ceux qui ont le pouvoir de dire aux policiers tu fais un ticket si monsieur sort de chez eux puis qu'on lui a dit de pas sortir, ben eux autres, ils disent que c'est loin d'être terminé. Alors ici, hein, il est maintenant temps pour une grande réinitialisation. Fait que ça, c'est été publié, je pense, dans le journal Le Monde. Et ici, Stéphane, le revenu de base universel est la réponse aux inégalités révélées par la COVID-19. Tu sais, la PCU là, de M. Trudeau à 2 000 $ par mois qui a été donné, qui est hyper contesté, puis avec raison, là. Ben, c'est exactement le revenu de base universel. Moi, je pense que la PCU, c'est comme une petite mise en chantier, un essai. Je pense que c'est essai-erreur. Ils ont vu que c'était quand même une grosse gestion. On sait ce que ça va faire sur les emplois d'été, chez les étudiants, les agriculteurs, les restaurants. Et tout ça va, en plus de nous amener, de nous projeter vers un gouvernement qui est communiste, ben, ça va précipiter les moyennes entreprises, les petites entreprises vers des faillites et
une crise économique qui va juste accélérer la mise en place. En fait, ils ont besoin de ça, c'est ça que je veux dire. Ah oui, puis tu sais, j'écoute des analystes financiers, des économistes, là, j'en écoute beaucoup ces temps-ci, puis là, ça pop-up, là. Tu sais, les économistes, ils nous le disent, là, c'est des faillites. La deuxième vague, là, ça va être épouvantable. Ben oui. Ça va être épouvantable. Ceux qui sont sous le respirateur artificiel présentement, puis il y en a plein de compagnies là, de restaurateurs, tu sais, les commerces dans les centres d'achat, ils payent des loyers qui n'ont pas d'allure, tu sais. Ça va tout. S'il y a un autre reconfinement, là, c'est la mort de ces commerces-là, puis la mort. Hein, ils ne reviendront pas à la vie. Donc, ça va faire plein de gens qui vont perdre leur emploi, d'où le revenu de base. Fait que le revenu de base, selon moi, la PCU, c'est là pour rester. Et ça va toucher des millions et des millions de Canadiens et de gens à travers le monde, évidemment. Là, on a fini la partie plus politique du Forum économique mondial, de l'agenda 2030. Là, on va rentrer dans quelque chose d'un petit peu plus inconfortable qui va vers une société de surveillance globale. Les icônes que je présente ici, ce sont tous des icônes que j'ai prises sur le Forum économique mondial. Ce n'est pas des images Google, c'est directement pris sur le Forum économique mondial. Donc, ici, on a la gouvernance globale, on l'a vu tantôt, la gouvernance incorporée ou des corporations, l'Internet des choses, la gouvernance par Internet. Hein, je pense qu'on a compris qu'il s'agit de surveillance ici. La 5G, les drones, l'identité digitale, l'économie digitale, puis la création de nouvelles valeurs, de nouvelles monnaies. Puis ici, les blockchains, toute la monnaie virtuelle, la crypto-monnaie. Donc, ici, on a le programme ID 2020, que certains croient être une théorie du complot. Ben non, c'est absolument pas une théorie du complot. ID 2020, c'est que c'est une initiative. Ben, on voit les promoteurs en bas. On a Microsoft. Inutile de présenter Microsoft. On a IDEO.org, qui est une société internationale de conception et de conseil de produits et de services. Accenture, eux, c'est une société mondiale de conseil en gestion et de services professionnels. On a Gavi qui est un promoteur de vaccins, qui est une alliance d'entreprises privées et de gouvernements, dont Bill Gates fait partie. Bill Gates finance Gavi à coût de millions certainement, de centaines de millions. Donc, c'est la vaccination Gavi. Et la Fondation Rockefeller est impliquée dans le programme ID 2020 qui vise à fournir une identité numérique, une identité juridique à tous les citoyens de la Terre d'ici 2030. Alors, ce n'est pas une théorie du complot, c'est détaillé, vous le tapez dans Google, c'est très facile à trouver. Ensuite, on a appris il y a 2 semaines, je crois que ça l'a sorti 1 semaine et demie, je parle de la notion du temps, il y a tellement de nouvelles. L'identité numérique arrive au Québec. On nous dit qu'en 2025, ça va être pleinement effectif. Donc, l'identité numérique, on parle d'une clé, une clé unique qui va faire qu'on n'aura plus de permis de conduire, on n'aura plus de carte d'assurance sociale, on n'aura plus de carte d'assurance maladie, on va avoir un identifiant unique qui pourrait être biométrique, là, qui pourrait être notre pouce, l'empreinte de notre pouce, ça pourrait être la photo de notre iris, ça pourrait être aussi une clé, je ne sais pas trop, là, une clé numérique qu'ils appellent. Donc, ça, c'est au Québec. Là, c'est annoncé il y a 1 semaine et demie, 2 semaines. La date est le 17 juin. Donc, d'ici 2025, tous les Québécois vont avoir une identité numérique. Fait qu'on s'entend que ça va exactement avec ce qui est écrit dans le Forum économique mondial. Et évidemment, c'est pas qu'au Québec que ça va arriver. Une identité numérique en France, aux États-Unis, fouillée dans tous les pays du monde, en Angleterre, en Israël. C'est l'identité numérique qui s'active en même temps partout sur la planète. Il y a des pays qui sont plus avancés que d'autres. L'Inde, je sais que l'Inde, je pense que c'est depuis 2016, peut-être 2017-2018, qui ont ils ont scanné tous les citoyens indiens. Tous les Indiens de l'Inde ont une photo de leur iris et leurs empreintes digitales.
Fait que ça, c'est fait pour tous les citoyens indiens depuis 2017-2018, je me souviens Probablement bien. que ça doit aller aussi avec leur volonté, parce que si tu veux vacciner 7,5 milliards d'humains, puis tu n'as pas d'identité numérique, comment tu vas faire pour faire le suivi de ça? Comment tu vas faire pour contrôler les gens qui l'ont été, qui ne l'ont pas été, tout ça avec la peur d'attraper un virus? Il faut que tu sois... sans identité numérique, il n'y a pas de contrôle. Tout à Alors, fait. Puis, ça va ensemble. Et le 5G, tu nous en as parlé tantôt, hein, identité numérique, contrôle veut dire transition d'un flux de data immensément grand. Donc, à ce moment-là, c'est pas pour qu'on télécharge nos films plus vite qu'on a le 5G, c'est justement pour permettre à cette technologie-là de fonctionner. tout à fait. Et on va y arriver d'ailleurs à la 5G. Avant, on va parler de reconnaissance faciale parce que tout ça va ensemble. Hein. On parle d'un système de surveillance globale. Ben ça veut dire c'est l'identité numérique, c'est les caméras au coin des rues, c'est la reconnaissance faciale et la Sûreté du Québec est en train d'acquérir une technologie. Là, c'est sûr qu'il y a des ministres qui s'opposent la vie privée, les risques d'erreur. Aux États-Unis, il y a un gros débat là-dessus par rapport, surtout les gens de race noire qui sont plus facilement, il y a un risque d'erreur plus grand au niveau de la reconnaissance faciale. Fait que là, il y a un débat aux États-Unis. Je pense que c'est Amazon. Amazon puis Google, je pense qu'ils ont dit qu'ils ne voulaient pas fournir la reconnaissance faciale au corps de police à cause des risques d'erreur des personnes de race noire. Mais en même temps, ça s'inscrivait dans le George Floyd, là, toute la crise aux États-Unis de la violence policière et voyons, pas du contrôle racial, mais tu comprends ce que je veux dire? Fait que là, Google et Amazon, ils ont dit non, on ne veut pas équiper la police de nos logiciels de reconnaissance faciale parce que les Noirs pourraient être mal identifiés. Fait que, mais tu sais, on s'entend que ça va tout se mettre en place et c'est probablement déjà en place. Tu sais, en Angleterre, ça fait, écoute, je pense que c'est en 2012 que je publiais un article où c'était des lampadaires qui étaient installés, je ne sais pas combien de mètres les uns des autres, là, mais c'était épouvantable là, dans la ville de Londres. Et ils avaient tous des caméras et des micros capables d'entendre ce que tu étais en train de dire à ta chum sur le coin de la rue. Là. Fait que, on parle de, c'est ça, 2012-2013. Fait que c'est pas d'hier. Ouais, avec l'histoire de Edward Snowden qui avait averti justement de ces logiciels espions-là qu'on avait dans nos téléphones. Ouais. Tout à fait. Snowden a fait un super bon travail. D'ailleurs, si vous n'avez pas écouté le film où il y a plein de documentaires sur Snowden qui a fait un job extraordinaire. Donc, ici, on va rentrer dans une vidéo, Stéphane, qui démontre où on en est dans la ville de Nice. Et je suis persuadée que c'est comme ça dans plein d'autres villes dans le monde. Adélaïde, mais il y en a plein. Je ne les ai pas toutes répertoriées. Mais ça vous donne une sacrée bonne idée de où on s'en va. Vidéo de 2019. Et ça, la technologie avance à une vue. C'est incroyable comment ça va vite. Alors, je vous laisse écouter ça. Dire que la vidéosurveillance ne fait pas l'unanimité relève de l'évidence. Depuis qu'il existe, ce système de surveillance par caméra suscite la polémique. Polémique sur son coût, polémique sur son efficacité, mais surtout polémique sur son champ d'action, qui semble infini et peut donc menacer du coup certaines libertés individuelles. À Nice, par exemple, un logiciel de reconnaissance faciale sur la voie publique a été testé pendant le carnaval, l'objectif étant de rechercher des personnes disparues ou suspectes. Mais jusqu'où aller? Certaines expérimentations sont loin de faire l'unanimité. Dans les transports en commun niçois, un logiciel installé dans les caméras pourrait bientôt analyser nos humeurs et nos émotions. À Nice toujours, l'application Reporty a été expérimentée puis interdite par la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Elle permettait à tout citoyen de dénoncer par vidéo un délit ou une agression supposée. Pour l'instant, en tout cas, la Côte d'Azur ne ressemble pas encore à la Chine. Là-bas, les citoyens sont surveillés et notés en temps réel. Ceux qui sont bien notés ont des réductions dans les transports en commun. Les mauvais élèves, en revanche, ne peuvent parfois plus acheter de billets. Et là, ça fait froid dans le dos. OK, on est de retour. Tu veux-tu commenter la vidéo, Stéphane? Non, je vais te laisser y aller.
Ben, en fait, je pense que c'est assez explicite, là. On voit que c'est la surveillance globale, c'est la reconnaissance faciale. Ça a été mis en place suite à je pense que c'était un camion qui a rentré à Nice, là, dans la place, je me souviens plus, là, mais il y a un camion qui avait rentré dans la foule. Et ça l'a comme justifié ou légitimé la mise en place d'un laboratoire, parce que la ville de Nice est vraiment un laboratoire de surveillance globale. Fait que on voit très en détail ce qui est mis en place et ce que je pense que deviendront nos villes et très, très, très bientôt. Ici, Stéphane, on va mettre l'autre vidéo, que là, on est avec des drones de surveillance. Il est en anglais, mais vous allez voir, vous n'avez pas besoin de comprendre l'anglais pour comprendre ce qu'on est en train de vous dire dans cette vidéo-là. Tu peux y aller, Stéphane. Town of Westport, Connecticut, a drone is scanning for COVID-19 symptoms. And the reaction here is, well, mixed. Police have been flying drones here since 2016 for everything from traffic management to search and rescue. And they can use them to spot and warn people who are gathered too closely. But now, Dragonfly, the company that makes the drones, claims they can also detect whether you're running a fever, sneezing, or coughing heavily, all through a single camera flying 40 feet overhead. Subtle differences are on like a millimeter type of basis. So if somebody's coughing, you know, like this or like this, it's actually quite a different type of cough actually that they're detecting. The police chief says this partnership could help the town reopen, and they need every tool possible. In a pandemic, we'll see the elevated temperatures, we'll see the increase in blood pressure, we'll see the flushed skin. So to have the technology available for future incidents, whether it be COVID-related or something else that comes our way, I think we need to prepare for that. This is the first time Americans have been scanned for symptoms in this way, and there are skeptics. I don't know that this technology could distinguish between somebody with COVID-19 and somebody with influenza. I'm inclined to doubt it. Not to mention that many infected people never exhibit obvious symptoms. And even if it does work, are we ready to be scanned from the air? The involvement of the police makes me more worried about how this technology might have what we sometimes... OK, on est de retour. Alors, je pense que vous avez compris que le drone est en train d'observer ce que les gens font au sol dans le but de détecter des symptômes de la COVID-19, mais de tout autre symptôme, là. C'était-tu en Nouvelle-Angleterre, ça, au Royaume-Uni? Connecticut, aux États-Unis. Oh, c'est aux États-Unis. C'est aux États-Unis. Oui, c'est aux États-Unis. Puis des drones comme ça, on en a vu pendant la crise de la COVID. On en a vu en France. On a vu en Chine, en tout cas, ça, c'est sûr. En Chine, puis en France, on a vu des drones là, qui circulaient puis qui allaient avertir les gens, dégagez, vous êtes trop proches, rentrez chez vous. En Chine, c'était ça, là, en tout cas. Puis c'est ça. Fait que là, dans le fond, ce qu'ils sont en train de mettre en place, c'est des drones qui sont capables de détecter les gens qui ont des symptômes de la COVID-19, mais aussi des symptômes de la grippe saisonnière, des symptômes d'allergie saisonnière. Fait que ça rouvre la porte à tellement d'affaires que si les ordonnances en viennent qu'à dire le drone détecte un comportement suspect, c'est quasiment le pre-crime sanitaire. Le Minority Report. Oui, complètement. C'est que là, le drone détecte, puis là, le drone il est piloté là, par un individu. Est-ce qu'un jour pourra-t-il être piloté par l'intelligence artificielle? La réponse, c'est oui. Ouais. Oui. Et là, le drone va signaler ta présence à tel coin des rues. Tu tousses, tu es un danger pour la santé publique. Les autorités vont te ramasser. Tu t'en vas dans un centre de quarantaine. Tu sais, je veux dire, c'est un peu, un délirium ce que je fais là, mais pas tant que ça. Mais, pas tant que ça. Tu sais, dans le Forum économique mondial, l'espèce de bras tentaculaire avec toutes les spicules que tu nous as montrées, là-dedans, il y a une place qui parle de Smart Cities. Alors, c'est des villes intelligentes, connectées, où tout ça va être possible. Ça ne sera pas possible en campagne, ça. Alors, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une migration forcée des banlieusards vers les grands centres, justement pour pouvoir contrôler, les forcer à s'empiler les uns sur les autres pour pouvoir rentrer dans le moule psychopathe de ces élites-là. Les gens qui sont dans le fin fond de la Gaspésie, là, just too bad, là, ils ne pourront pas se faire tester comme ça, eux autres. Puis je pense pas
qui ont un plan pour les laisser tranquilles, eux autres. Tu sais, ces gens-là, là, ils vont devoir déménager dans les Smart Cities. Écoute, Nathalie El-Grabli a déjà écrit des papiers là-dessus il y a 10-15 ans. Là, ça s'appelait l'Agenda 21 dans le temps. Ah oui, oui, oui. Que là, au nom de la protection de l'environnement, ils vont exproprier des pans de population pour protéger les terres, protéger la faune et la flore. Fait en faisant ça, ils vont concentrer les gens dans les grands centres, dans les grandes villes, dans les smart cities, pour faire le pont avec ce que tu dis. Et c'est là qu'on va avoir un plein contrôle parce que, comme tu dis, les gens dans les montagnes, dans les campagnes, ça va être plus difficile de contrôler, là. Oui, on peut envoyer un drone dans les Laurentides, mais je veux dire, c'est pas comme contrôler des gens dans une métropole où les gens sont tous agglutinés les uns aux autres, là, clairement. Alors, on continue. Je l'aime celle-là. Des chercheurs québécois créent un outil qui mesure la distance entre les gens. Fait que c'est deux chercheurs du cégep André Laurando. Puis ils ont fait l'expérience sur le plateau Mont-Royal. Le camion défilait sur le plateau. Et là, il y avait un énorme écran. On peut le voir sur le lien. Et l'écran projetait les gens qui étaient sur le trottoir et écrivait s'ils étaient à 2 mètres les uns des autres. Et cette technologie-là intéresse Valérie Plante, la mairesse de Montréal. Donc, ils ont parti ce projet-là et il se peut qu'à Montréal, nous aurons un camion qui se promène dans les rues et qui nous dit « vous ne respectez pas le 2 mètres, veuillez reculer de 1 pied ». Ça pourrait aller jusque-là. Hey, écoute, c'est vraiment dystopique. Juste savoir comment le monde interagit sur mon Facebook quand je pose une histoire de masque. Si on se rend là, il y a quelque chose qui me dit qu'il va y avoir des choses bizarres qui vont se passer dans la rue. J'ai l'impression que le camion n'aura pas une durée de vie très, 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 très longue. Écoute, je dis ça, je dis rien, mais il y a encore les drapeaux de l'ONU qui flottent au Château Frontenac depuis le début mars. Moi, j'aurais pensé, je dis, écoute, une semaine, les poteaux vont être coupés, c'est certain. Ils vont flamber ça avec du gaz à lighter, ça ne restera pas là. Écoute, ça fait 3 mois, 4 mois, puis c'est encore là. Ouais, puis tu sais, en tout cas, moi, c'est pas ma tasse de thé, là, parce qu'on ne gagne pas à ce jeu-là. Des fois, on aurait le goût, là, tu sais, mais en même temps, ça ne donnera rien. Puis tu vas te faire arrêter, tu vas t'en aller en prison. Fait que tout ce que tu crains, la perte de tes droits et libertés, la dissidence t'amène direct là. Puis bon, mais encore là. Bien d'accord, mais il n'y a pas grand monde qui comprenne ça, je peux te dire ça, moi. Ben, ils vont le comprendre. Ah, ils vont le comprendre. Je veux dire, la dame du Dollarama. Je ne sais pas s'ils vont le comprendre. Moi, je pense là, que les gens vont se rebeller. Puis je pense que c'est ça qu'ils ont besoin. Je veux dire, c'est ça que l'autorité veut. Parce que l'autorité est plus forte que nous. Elle est plus forte que nous. Elle a toutes les lois dans elle. Elle a les forces de l'ordre. Elle a les armes, les protections, les munitions. Elle a tout. Nous, on n'a rien. On est opprimés de toutes parts. Surtout avec l'argent digital. Parce qu'avec l'argent digital, si tu ne fais pas exactement ce que le gouvernement te dit de faire, il peut bloquer ton compte. À partir du moment où il bloque ton compte, là, tu ne peux plus aller te nourrir, tu ne peux plus te déplacer, tu ne peux plus rentrer dans un restaurant, tu ne peux plus rien faire. Tu crèves de faim. Tu ne peux même pas mendier parce que la personne, elle ne pourra même pas te donner une poignée de change. Le change n'existera plus. Alors, vois-tu, on est... Tout à fait. On est cuit. Ça, c'est la mauvaise nouvelle, mais bon, on va continuer à percevoir de l'espoir, mais en tout cas, ça se peut qu'on n'en voit pas tellement. C'est quoi tu disais, Stéphane? J'ai perdu le fil. Je disais qu'avec la monnaie digitale qui s'en vient, oui. qu'on va être fait parce qu'on n'aura pas le choix de faire exactement ce qu'ils nous disent sous peine de se faire couper notre identité. Alors, à partir du moment où tu as une identité numérique, que ton argent est digital, tu viens de donner au gouvernement pieds et poings liés. Et il ne faut pas qu'on en arrive là. En fait, si on en arrive là, c'est aussi bien de dire, moi, je vais marcher à genoux, puis je vais mourir en esclave. Tu sais. Moi, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se dire, je vais mourir debout. Pas au Québec, pas au Canada, mais aux États-Unis, les patriotes, ils ont des armes. Ils l'ont dit qu'ils allaient le faire. Et ils ont déjà sorti dans les rues il n'y a pas tellement longtemps pour défendre leur quartier contre les fascistes. Des antifas, mais des fascistes. Les antifas.
Alors, ces gens-là, ils vont pas se laisser faire. Là. Non, c'est clair. Puis, tu sais, moi, je pense que chaque être humain a son niveau de tolérance, son niveau de réactivité. Moi, le chemin que je... Puis encore là, je sais pas, tu sais, face à... On vient chercher un de mes enfants parce que, il est supposément malade. Oh, le chien rentre. Mon enfant est malade. Les autorités partent avec parce qu'ils vont l'emmener dans un centre de quarantaine. Ça se peut que je fais le mauvaise, puis j'ai un tempérament assez explosif, mais en même temps, ma raison va me dire, Isa, ça sert à rien. Ils sont partis avec. Si tu commences à sauter ta coche, puis à crier, puis à sauter ces policiers, tu t'en vas en prison toi aussi. Tu sais, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, il y a la raison qui va intervenir. Mais oui, il y a des gens qui vont choisir de piller, qui vont choisir d'aller vers des comportements criminalisés, mais qui pour eux ne seront pas criminalisés. Ils vont être légitimes. Je vais me battre, là, on est en train de me voler ma vie, on est en train de me voler tout l'espoir de mon existence, de l'existence de l'humanité. C'est pas vrai que je vais me laisser faire, je vais me battre. Puis tu sais, à la limite, je respecte ça, mais moi, je vais pas encourager ça. Moi, c'est pas ma ligne de parti. Fait que voilà. Fait qu'on a parlé, attends un peu, j'ai-tu sauté la 5G, mais la 5G, là... Oui, la 5G, dans les villes canadiennes, c'est annoncé il y a 2 semaines. La 5G s'est déployée pendant la COVID-19. Les tours ont poussé de façon quasi étrange, parce qu'on était tous confinés. Puis là, ça s'est mis à pousser, les antennes. Mais bon, je pense que c'était prévu que les antennes soient montées dans le but d'opérer le système de la 5G. Très bientôt, la 6G. La 6G est déjà commencée en Chine, puis elle serait probablement effective en 2030 ici dans les pays occidentaux, en fait. Fait que la 5G est partout, en Israël, en Iran. Tu sais, j'ai trouvé un article, la 5G est même en Iran. Fait que c'est tous les pays. Ici, on a une autre, c'est tout encore des icônes que j'ai prises sur le Forum économique mondial. L'ordinateur quantique ou l'informatique quantique, la cybersécurité, les changements climatiques, l'intelligence artificielle, la robotique, l'augmentation, l'amélioration de l'humain, qui est le transhumanisme. Le transhumanisme qui est l'art de vouloir augmenter le potentiel humain avec la technologie, guérir les maladies, donner des pouvoirs bioniques, blablabla. Les risques globaux, fait que ça peut être les astéroïdes qui peuvent rentrer dans notre atmosphère, ça peut être les tremblements de terre et tout ça. Les biotechnologies, les vaccins, toutes les technologies de la santé, bio, ça touche le corps humain. La 4e révolution industrielle, puis le futur de la nourriture, la viande élevée dans des... là, dans des plats de pétri. Oui, les soleils verts. L'as-tu déjà vu le film Soleil vert? Ben, c'est peut-être ça qu'on va manger bientôt. Ceux qui ne l'ont pas écouté, Soleil vert, c'est un film, pas dystopique, là, mais tu sais, c'est un nouvel ordre mondial, mais les gens ont tout perdu, ils n'ont plus d'emploi, c'est le chaos, les gens crèvent de faim, ils vivent dans des bidonvilles. Puis ils mangent, l'État distribue à une fréquence régulière, je pense que c'est toutes les semaines, des biscuits Soleil vert. Puis les gens, je pense, sont contents. Stéphane, dans le film, de l'avoir, le biscuit. Je me rappelle pas s'ils sont contents. Je dois avoir 15 ans quand j'ai écouté ça. Ouais, c'est un vieux film. C'est vieux. Puis ils se rendent compte que, là, je vous dis le punch, là, ils se rendent compte que c'est les personnes âgées, les personnes décédées qui sont récupérées, qui sont virées en farine pour faire des biscuits Soleil vert. Bon, sur cette platitude, on passe à l'autre. Alors ici, Stéphane, j'ai une vidéo que je ne vois pas le titre. Ah, oui, c'est la vidéo sur ce que tu m'as envoyé tantôt concernant les petits drones de la DARPA. Fait que là, on va rentrer juste pour introduire la section dans laquelle on entre présentement. Là, on rentre dans un petit peu plus science-fiction. Science-fiction, je pense qu'il existait, le concept de science-fiction qui existait il y a 10 ans, mais là, on n'est plus dans la science-fiction, on est dans l'accomplissement et la manifestation de ces technologies-là. Fait que tu peux le partir, Stéphane, tu me le diras, moi, je ne le vois pas. Not quite.
Hell of a pilot? No. That skill is all AI. It's flying itself. Its processor can react 100 times faster than a human. The stochastic motion is an anti-sniper feature. Just like any mobile device these days, it has cameras and sensors, and just like your phones and social media apps, it does facial recognition. Inside here is 3 grams of shaped explosive. This is how it works. Did you see that? That little bang is enough to penetrate the skull and destroy the contents. They used to say guns don't kill people, people do. Well, people don't. They get emotional, disobey orders, aim high. Let's watch the weapons, trains, evade people, bullets, pretty much any countermeasure. They cannot be stopped. Now, I said this was big. Why? Because we are thinking big. Watch. A $25 million order now buys this. Enough to kill half a city. The bad half. Nuclear is obsolete. Take out your entire enemy, virtually risk-free. Just characterize him, release the swarm, and rest easy. These Can you hear me? Oliver, can you hear me? Listen to me. I can hear you. I can hear you. OK, bon, nous voilà de retour après ce petit vidéo fort intéressant. Écoutez, moi, je trouvais que ce vidéo-là mettait en place à peu près tout ce qu'Isabelle nous avait parlé au niveau du 5G. Il nous a parlé que des drones tueurs comme ça, il fallait que ça puisse collecter beaucoup de data, communiquer avec des centrales, qu'il y avait des caméras performantes qui pouvaient échanger des données avec avec des centres de commandement et tout et tout. Et qu'on est capable d'avoir l'intelligence artificielle pour éviter les snipers. On est capable d'avoir un travail groupé pour être capable d'établir une stratégie d'attaque, comme par exemple forcer une porte, à cause que chaque petit drone a ses petits explosifs dedans. Alors, ils sont capables de faire à peu près n'importe quoi au niveau de la technologie. Alors, c'est sûr que ça, c'est de la science-fiction. Ce vidéo-là, il existe depuis au moins 5 ans à peu près. Là. Je n'ai pas été vérifié, je vous dis ça de mémoire. Là. Mais ce que ça nous dit, c'est que est-ce que ça pourrait exister un jour? Alors, c'est certain que ça peut exister un jour. Il était peut-être un peu petit, mais si vous faites une recherche sur YouTube sur les drones tueurs, vous allez voir des choses, en tout cas un drone, un vrai de vrai, qui est fait par un humain, qui a mis un pistolet, puis est capable d'aller tuer du monde à distance de chez lui avec une télécommande. Ça existe, ça. Je l'ai vu, là, la vidéo. Là, il tirait du 44 Magnum tabarouette sur des cibles fictives. Alors, ça existe. Alors, je pense que, je ne sais pas si ce concept-là existe aujourd'hui, mais avec les smart cities, avec l'intelligence artificielle, avec les drones qui existent, on le sait déjà, il ne manque pas grand-chose pour amalgamer ça, puis déployer ça et maîtriser la dissidence. Ben, moi, je pense, moi, en tout cas, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, puis ce qui se fait dans les laboratoires de la DARPA, dans les laboratoires militaires, c'est secret défense et les gens qui travaillent là signent des documents, puis je veux dire, ils sont menacés de mort probablement, là, bien plus que les tenants de médias indépendants. Moi, j'aurais tendance à croire que ça existe parce que, puis que ça a été testé dans des guerres en Irak, en Afghanistan, en Syrie, potentiellement.
Là où c'est plus fiction, c'est que c'est l'intelligence artificielle qui commande les drones. Mais si on prend l'exemple d'un gars qui a la manette pour faire entrer, parce que là, on a, tu sais, puis c'est documenté, ça aussi, il y a des drones aussi petits que des moustiques, qui ont l'apparence d'un moustique, qui ont l'apparence d'un papillon. Fait que Ben oui. papillon, le drone papillon peut rentrer dans la fenêtre d'une maison, aller observer, faire de l'observation et documenter ce qui se passe dans les activités dans la maison. Et puis là, d'avoir une charge explosive sur un papillon, j'imagine que c'est déjà inventé. Je crois que c'est déjà inventé. Écoute, à ce petit bout-là, écoute, ça a refoqué encore le chien. Invité seul, j'ai duo moniteur. Ah tiens, c'est revenu. OK, c'est revenu. Oh. C'est bon, OK. Fait qu'on passe à la prochaine? Allons-y. Alors, la prochaine, un instant. Duo caméra zoom. Ce sera pas long. Je vais te dire ça quand je vais être prêt. D'accord. OK, zoom. C'est tout ce que je viens de faire, là, il s'est tout déplacé encore, Basti. Mais voyons donc. C'est pour ça, il doit y avoir une version payante à ce logiciel-là? Non, je pense pas. Ah non, OK. Parce que des fois, ils font ça pour te décourager, pour que tu ajoutes la version payante. C'est juste, ça va être peut-être pas exactement pareil comme tantôt, mais... C'est quoi le focus des caméras, non? C'est ça? Non, 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 non. OK. Image, fond, caméra, zoom, partage. Alors, on voit à la gauche, parce que là, bon, tu sais, tantôt, on parlait de Donald Trump, qu'il y a beaucoup de gens qui misent sur Donald Trump pour faire échec à l'État profond, faire échec au mondialisme, faire échec à la gouvernance mondiale. Et plusieurs personnes pensent que Donald Trump ne laissera pas les gens se faire vacciner, que Donald Trump ne laissera pas la 5G s'installer en sol américain. Bien, j'ai le regret de vous montrer un Twitter de Donald Trump où il parle qu'il est content que la 5G s'installe en sol américain, qu'il a déjà hâte à la 6G. Fait que non, Donald Trump ne s'objecte pas à la 5G et Donald Trump ne s'objecte pas à la vaccination. Tout ce que ses propos, je pense qu'avant ces élections, il tenait un propos peut-être plus nuancé à propos de la vaccination, un peu plus... je pense qu'il se méfiait un peu des vaccins. Pendant sa campagne électorale, il a fait allusion que Robert Kennedy, un anti-vax très connu, pourrait être responsable d'une commission d'enquête sur le lien entre les vaccins et l'autisme.
Je pense qu'il a fait la demande même il lui avait fait la demande ou des gens de son entourage à Donald Trump qui avaient fait la demande à Robert Kennedy. Et Robert Kennedy, évidemment, était honoré de penser qu'un président des États-Unis lui confierait une commission d'enquête sur le lien entre l'autisme et les vaccins. Et finalement, tout ça a tombé à l'eau. Hein, c'est quand Donald Trump, parce que là, il clamait ça pendant sa campagne électorale, et quand il était élu, Robert Kennedy, ce qu'il a dit dans les journaux, c'est il m'en a parlé pendant la campagne électorale. J'ai été approché à ce sujet-là, mais il dit j'ai pas eu de nouvelles, puis ils ont rejeté ça du revers de la main. Donc, ça a comme créé une espèce de croyance à l'effet que Donald Trump était contre la vaccination. Mais Donald Trump a dit dans des Twitter, puis je pense dans des articles de journaux aussi, là, qu'il n'est pas contre la vaccination. Il demande aux parents de faire vacciner leurs enfants. Mm-hmm. La seule chose qu'il dit, c'est quand vous faites vacciner, essayez de ne pas prendre plein de vaccins en même temps. Parce que des fois, tu peux faire vacciner un enfant, puis il y a 9 vaccins dans la dose qu'il reçoit, ou il va recevoir 9 vaccins dans la même journée. La nuance que lui apporte, essayez de ne pas mettre tous les vaccins dans la même journée. Mais Donald Trump n'a jamais passé de loi pour empêcher l'obligation vaccinale. Il a créé un département au niveau du département de la santé au niveau des raisons éthiques dans la santé. Fait que pour ce département-là est là pour, mettons, encadrer l'aide à mourir. L'accompagnement dans la mort des personnes qui ont des croyances religieuses particulières. Ce département-là a été créé pour ça. Mais il y a des gens qui ont fait du capital là-dessus puis qui ont dit « Donald Trump qui a créé un département pour empêcher la vaccination obligatoire. » C'est totalement faux. Il n'a jamais fait ça. C'est sûr que ce département-là pourrait ouvrir la porte à la liberté vaccinale, mais je vous rappelle que la vaccination est obligatoire dans tous les États américains actuellement. Il y a certains États où ils permettent les exemptions religieuses, exemptions idéologiques, mais de plus en plus, les lois se restreignent et en Californie, ils ont enlevé toutes les restrictions, toutes les exemptions. En Californie, que tu sois chrétien, que tu sois juif, musulman, que tu sois grano, que tu sois qu'est-ce que tu voudras, ton enfant, s'il n'est pas vacciné, rentre pas à la garderie, rentre pas à l'école. C'est aussi simple que ça. Fait que moi, je pense que la vaccination risque d'être obligatoire dans tous les pays. On va en parler bientôt. Mais là, dans le sujet de Donald Trump, je pense que la plupart des gens savent qu'il a créé le programme Warp Speed qui a pour but d'accélérer la production, la recherche, développement et la production de 300 millions de doses de vaccins, donc pour les 300 millions d'Américains. Il a mis à la tête de ce programme-là Moncef Slaoui, qui est un immunologiste qui a fait partie de Big Pharma pendant toute sa carrière. Et quand je dis Big Pharma, je parle des grosses compagnies pharmaceutiques qui ont créé des petits organes de sociétés biopharmaceutiques qui se spécialisent dans les implants, les implants électroniques. C'est la fameuse puce que tout le monde parle, que Bill Gates veut nous implanter. Il y a Galvani Bioelectronics, l'immunologiste de Donald Trump siège sur ce conseil d'administration-là. Il a abandonné quand Donald Trump l'a nommé au mois de mai. Le lendemain, il a dit qu'il démissionnait de tous ses conseils d'administration des compagnies pharmaceutiques. Il a vendu ses actions de Moderna parce que ça paraissait pas bien. Il est en conflit d'intérêts. Mais je veux dire, c'est pas parce que tu démissionnes d'un conseil d'administration que tu n'es plus dans le conseil d'administration puis que tu n'as pas des chums qui peuvent t'appeler pour te dire « Hey, check bien, ça va arriver de même, ça va arriver de même. » Fait que selon moi, c'est un scandale épouvantable. C'est un délit d'initié sans fin, l'histoire d'avoir nommé cet homme-là à la tête du programme Warp Speed avec un militaire d'ailleurs. C'est un général de l'armée qui est responsable. Et l'armée va être mise à contribution dans la distribution du vaccin parce que les seringues ont déjà été achetées. Comme au Canada d'ailleurs. Oui, au Canada, on a la chance. Au Canada, on est vraiment chanceux que notre premier ministre soit copain avec le PCC, le Parti communiste chinois, parce que c'est les Chinois qui vont nous vacciner ici au Canada. Il y a une entente avec CanSino.
qui a annoncé, je pense c'est hier, qu'ils ont éliminé les essais de phase 3 sur les humains dans un protocole d'essais de phase 3. Ils ont enlevé ça. Ils ont dit, nous autres, on vaccine nos militaires. Fait que les tests de phase 3, ben, c'est les militaires chinois qui vont être les cobayes. Et cette compagnie-là, CanSino, est en co-développement avec un laboratoire de l'armée chinoise. Et c'est le vaccin que Justin Trudeau a promis aux Canadiens quand le vaccin sera développé. C'est vraiment une nouvelle catastrophique, à mon sens. Alors, dans ta présentation ici, on voit Warp Speed. Tu nous en as parlé un petit peu. Oui, ben, je pense que j'ai pas mal fait le tour. Par rapport à la vaccination, moi, je crois que la vaccination va être obligatoire. Si elle ne l'est pas, parce que c'est sûr que des gens vont se lever, des organisations vont se lever, des avocats vont débattre. Je pense pas qu'elle va être obligatoire, moi. Ben, elle pourrait l'être, mais elle n'a pas besoin de l'être. Elle n'a pas besoin de l'être. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Parce que, je veux dire, si on t'enlève ton identité, si on t'enlève ta blockchain, si tu as besoin d'un certificat d'immunité pour pouvoir rentrer dans une épicerie, pour pouvoir prendre le transport en commun, pour pouvoir rentrer à ton travail, aller dans un lieu public, un centre d'achat, ben à ce moment-là, entre ça et obligatoire, il n'y a pas de grande différence, mais c'est jouer un peu sur les mots, mais si tu veux te faire réélire en disant que la vaccination ne sera jamais obligatoire, ben, il faut quand même savoir qu'elle n'a pas besoin de l'être pour que les gens l'acceptent, parce qu'ils vont l'accepter, parce qu'ils n'auront pas le choix. Exact. Bien, moi, je pense que pour que la vaccination obligatoire, tu sais, actuellement, là, ils nous disent que la vaccination est obligatoire. Je veux dire, il y a une révolution sur le champ, là, même au Québec, aux États-Unis, oui, mais même au Québec, là, les gens ont dit, voyons non, c'est une farce, là, parce que, tu sais, je pense que la première vague, puis je ne veux pas embarquer dans ce sujet-là, c'est amplement couvert par d'autres médias, mais les gens s'objecteraient à ça. Par contre, une deuxième vague où le virus a muté, puis qui devient plus virulent, plus mortel, ce serait surprenant, mais plus virulent, puis que là, ça fait exploser le système hospitalier parce que puis que là, c'est toute c'est tout embriqué. Là. Si le système déborde, là, ça peut faire des mortalités collatérales, les cas de cancer, mais là, ce qu'on a vu dans la première vague, c'est peut-être rien encore. Moi, je pense qu'on n'a rien vu encore. Puis la vaccination à court terme, parce que je pense que ça va arriver aux États-Unis 2020, fin 2020, ici 2021. Moi, je travaille dans le milieu scolaire, je m'attends à ne plus avoir de travail avant longtemps parce que c'est clair que moi, je ne me ferai pas vacciner. Libre à chacun de se faire vacciner. Ça l'appartient, c'est une décision personnelle. Vous ferez vos recherches, vous ferez vos constats. Toi, tu refuserais ça? Ah, c'est quoi? J'ai jamais fait vacciner mes enfants. Mes enfants ne sont pas vaccinés. Ils sont pas morts? Non. Ah, tabarouette, ils ont non, pas non, maladie mortelle? Non, ils appellent, ils demandent. Non, ils sont très, très vivants et très en santé. Mais bon, moi, j'ai fait mes recherches, j'ai fait mes constats, j'ai décidé de ne pas me faire vacciner moi, de ne pas faire vacciner mes enfants. J'ai été vaccinée quand j'étais jeune, là, dans le temps, c'était pas en mode, là. On parlait pas de ces choses-là, mais moi, j'ai lu là-dessus, puis je me suis dit non, moi, la vaccination, j'embarque pas là-dedans. Puis surtout pas dans le contexte actuel. Tu sais, le principe vaccinal, à la limite, je pourrais y adhérer, mais pas un développement de vaccins en accéléré, alors que les vaccins de coronavirus, on le sait, ils travaillent là-dessus depuis 18 ans, ils n'ont pas trouvé. Mm-hmm. Puis ceux qui ont mis en place, puis je m'improviserai pas spécialiste, là, c'est toi le spécialiste, le microbiologiste, mais les essais qu'ils ont faits, ça a créé la mort chez les furets ou des lapins. Je ne me souviens plus, je pense que c'est les furets qui sont morts. Ils l'ont essayé sur un paquet d'animaux. Hein. Ils ont essayé la souris, le rat, ils l'ont essayé sur le furet, ils l'ont essayé sur le lapin et le macaque, le singe. Ouais. C'est ça, ça a créé des crises de cytokines, là, un emballement du système immunitaire. Mm-hmm. Alors, le fameux effet ADE là, que même les médias mainstream ont commencé à parler. Là, la presse en a parlé la semaine dernière là, avec le virus de la dengue. Oui, exactement. Fait que, tu sais, pour ces raisons-là, toi, tu m'as aidé à comprendre un peu, parce que c'est complexe, comprendre tout ça, mais au-delà de ça, j'aurais même pas accepté, parce que là, ce qu'on a appris dans le programme accéléré de Donald Trump, c'est qu'ils ont skippé les essais cliniques sur les animaux
Ou certaines compagnies disent qu'ils font en parallèle des tests de niveau 2. Donc, c'est des tests sur des humains, des petits groupes. Et les tests de niveau 3, là, c'est des plus grands échantillonnages de gens. Mais là, c'est ça, ils disent qu'ils ont skippé les tests sur les animaux ou ils les font en parallèle. Je veux dire, ça n'a aucun bon sens de compromettre la santé des gens. Puis là, en plus, c'est des vaccins ARN ou des vaccins ADN avec la biogénétique là-dedans, potentiellement de la nanotechnologie. Est-ce qu'ils vont nous insérer une puce dans le prochain vaccin? J'en ai aucune idée. Mais moi, ce qui me perturbe bien plus qu'une micropuce, c'est de savoir qu'il y a un agent pathogène qui peut être inséré puis créer un effet sur la génétique humaine, un mix génétique. Tu sais, je ne sais pas ce que ça va faire. Pour les vaccins, il faudrait qu'on pourrait faire une vidéo là-dessus, là, parce que c'est excessivement vaste comme domaine, là, comme champ de recherche. Là, on peut puis c'est pas simple parce qu'il y a différents types de vaccins. Puis je pense qu'il faudrait à un moment donné cogiter sur pourquoi cette obsession de ces psychopathes-là à vouloir vacciner 7,5 milliards d'êtres humains. On sait très bien que c'est pas pour notre bien. Alors, c'est pour le contrôle. Alors, pourquoi on a besoin, pourquoi cette obsession à vacciner à grands frais, là, 7,5 milliards d'êtres humains? C'est la question à poser. Puis, selon moi, le vaccin va être juxtaposé avec un passeport d'immunité, hein, parce qu'ils ne vont pas nous vacciner, ils vont pas vacciner 7,5 milliards d'êtres humains dans une ère où ils installent la reconnaissance faciale, l'identité numérique, la 5G, toutes les composantes d'une surveillance globale. Puis, ils vont vacciner ceux qui acceptent. Ceux qui n'acceptent pas, ils vont les laisser pas se faire vacciner. Non. Il va avoir si la vaccination n'est pas obligatoire, il va avoir un passeport d'immunité. Tu n'as pas ton passeport d'immunité, tu n'es pas vacciné, tu ne rentreras pas au Dollarama, tu ne rentreras pas au IGA, tu ne rentreras pas au métro, tu ne rentreras pas à SAQ, tu ne rentreras pas à SQDC. Fait que là, tu dois renoncer à tous les services publics. Fait qu'à mettre obligatoire ou pas la vaccination, on s'en fout parce que de toute façon, il va arriver au même objectif. Je passe à la prochaine. Alors ici, on voit Bill Gates, ça c'est épouvantable. C'est épouvantable. Ça me fait penser un petit peu à la vidéo sur les drones. Puis je vous invite à faire le parallèle, même si on parle de deux choses quand même différentes. Ici, c'est Bill Gates et la DARPA, hein, le département de la défense des États-Unis, qui est un laboratoire militaire ultra secret où se passent des expériences, d'après moi, dignes de la science-fiction. Et là, on a su que la semaine passée, que l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis a autorisé la libération de 1,2 milliard de moustiques transgéniques en Floride et au Texas. En Floride, les moustiques transgéniques vont être libérés dans le comté de Monroe. Fait que là, je ne sais pas comment les moustiques vont savoir que la limite de Monroe est là, puis qu'il ne faut pas qu'ils dépassent le comté de Monroe. Ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas. C'est l'intelligence artificielle, ça. Oui, mais c'est parce qu'il n'y en a pas question dans quand tu lis les papiers scientifiques, les documents scientifiques. Ils n'ont pas greffé un cerveau au moustique. Non, ils n'ont pas greffé l'intelligence artificielle, puis ils n'ont pas greffé la géolocalisation. Je n'ai pas compris. Je dis c'était une blague. Ah. C'était une blague, les greffés de l'intelligence artificielle à un moustique. Tu sais. C'est un peu ça, les drones, tantôt, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que là, le moustique, il est vivant, là. C'est pas un robot, là. OK, on n'embarque pas là, on va trop loin. Oui, on va trop loin, oui. Fait que là, on va rester avec ce qui est documenté, avec l'histoire de Bill Gates puis la DARPA, qui relâche 1,2 milliard de moustiques transgéniques. L'objectif avoué, c'est d'éliminer les virus de la dengue, la fièvre jaune, on a le Zika. En 2017, il y a la compagnie Verily qui ont envoyé ce même genre de moustiques transgéniques-là dans des pays du Sud, je pense au Brésil, dans quelques pays, pour éliminer la malaria. Fait que dépendamment du pathogène qu'ils veulent combattre, ils adaptent le moustique selon la faiblesse. Et ici, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils ont créé des mâles transgéniques pour quand ils vont féconder, quand ils vont s'accoupler avec les femelles ne pourront plus donner de progéniture.
Donc, Ben c'est oui. de la stérilisation de femelles, la population de femelles sauvages. Fait que Stéphane, on a la vidéo en bas. Je te l'avais-tu envoyé celle-là? Je ne suis pas certaine. Comment elle s'appelle? C'est les moustiques OGM. Ah oui, Pas sûr que je te l'ai envoyé. Oui, je l'ai. Oui, OK. On écoute ça. C'est l'expérience de Bill Gates en réalité qui est documentée juste ici en haut. C'est parti. They are designed to spread their genetic mutation in the wild and hopefully someday eradicate the mosquitoes that transmit malaria, one of the deadliest diseases on the planet. Elle arrêtait à 2 minutes quelque chose, hein? Scientists are experimenting with these mosquitoes in a lab that is designed to make sure none of the insects escape. The lab is in Italy because even if they do escape, these mosquitoes couldn't survive in this climate. So, one moment. Ruth Mueller runs the lab. She agreed to give me exclusive access to the lab on the very day she launched this controversial experiment. She showed me the mosquitoes in various stages of their development. And yeah, all these microscopic structures, I mean, you can find this beauty in every of the organisms on Earth. So, do you see the eyes, right and left? This, Under the microscope, the modified insect's eyes glow yellow when they are lit up with a laser. The mosquitoes were created using the powerful new gene editing technique known as CRISPR to carry a sequence of DNA called a gene drive. The gene drive empowers the mosquitoes to spread their mutation incredibly fast through their entire species. The mutation turns all the female mosquitoes into mutants, half female, half male. Their mouths are male so they can't bite and spread the malaria parasite. Their reproductive organs are deformed so they can't lay eggs. Everything is bad, so it's not that we are against mosquitoes and we don't want to eradicate them, we want to control them, and Elle finit dans that's combien de quite temps, a ça? big difference. She takes me into the most secure part of the lab. This special chamber is where scientists are, for the first time, releasing large numbers of these CRISPR gene-drive mosquitoes into cages filled with hundreds of natural mosquitoes of the same species. Yes, it's a big moment, so it's the first. OK, c'est terminé. Donc, ici, c'est sûr, c'est des expériences qui sont controversées au niveau éthique. Puis, je vais vous en montrer une qui est tout aussi controversée, qu'on dit que qu'ils sont en train de faire des expériences théoriques qui vont les appliquer dans la nature auprès des animaux. Mais juste pour terminer avec l'expérience, pas l'expérience de Bill Gates avec les moustiques génétiquement modifiés, c'est que le danger potentiel, là, on parle de moustiques créés en laboratoire dont on a changé quelque chose au niveau du génome. Et on dit que c'est les femelles qui piquent qui donnent le virus. Mais là, on parle de mâles génétiquement modifiés. Mais admettons qu'il y a une femelle génétiquement modifiée qui s'est insérée par accident puis qui est relâchée. C'est elle qui pique. Elle est génétiquement modifiée. C'est elle qui pique l'être humain qui lui donne un virus. Qu'est-ce que ça peut créer? Tu sais, on ne le sait pas. Il y a toutes sortes d'accidents qui peuvent se produire. Puis là, on joue avec l'ADN. En fait, ce que ça peut Pas faire, banal. c'est que s'ils voulaient, par exemple, vacciner les gens de force, ils pourraient justement prendre les femelles, injecter ou insérer un gène qui serait produit par la salive du moustique. Parce que quand le moustique femelle pique, elle injecte un peu de salive qui a un anticoagulant dedans pour pas que le sang coagule pendant qu'elle siphonne. Alors, Regarde, Stéphane, que je viens de mettre. on pourrait très, très bien faire ça, puis avoir vacciné des gens à l'aide de moustiques. Et je sais que ça existe. Ben, Oui, je viens OK. de mettre l'article. Je viens de le mettre. OK. Fait que là, ça, c'est une équipe de chercheurs japonais qui sont en train qui travaillent depuis probablement des années dans un laboratoire pour se servir des moustiques comme vaccinateurs. Fait que là, on parle de moustiques qui de moustiques transgéniques qui veulent faire des changements au niveau de la population de moustiques. Mais ici, on a des moustiques vaccinateurs qui, théoriquement, pourraient vacciner des humains.
Mais le problème éthique qui se pose ici, c'est combien ça prend de piqûres de moustiques pour que ton vaccin soit effectif. Et toi, Stéphane, tu pourrais être piqué, je sais pas moi, 5 fois par le moustique, puis moi, je pourrais être piqué 500 fois par le moustique. Ça voudrait dire que le vaccin est beaucoup plus puissant par les piqûres des moustiques. Tu comprends? Il y a trop d'invariables, c'est trop dangereux. Fait qu'ils disent que pour ces raisons-là, puis non seulement ça, c'est qu'on n'aurait pas donné notre consentement. Je veux dire, si c'est des moustiques qui volent, qui viennent nous vacciner, à moins qu'on donne tout notre consentement volontaire via Mais là, ils t'ont-tu demandé la permission, toi? Ils t'ont-tu donné le consentement pour produire des virus militarisés? Ah, on est poigné avec un virus militarisé. Ils nous ont pas demandé notre consentement, puis on l'a d'impact, là. Alors, tu sais, faut se méfier, là, pas mal. Puis, tu sais, moi, ce que ça me dit, c'est que, mettons qu'on va dans la science-fiction, puis c'est du délire, là, mais moi, je suis pas sûre que c'est du délire tant ça. C'est que ça rouvre la porte à des moustiques qui viennent massivement nous injecter un virus. Fait que ça pourrait ouvrir la porte à des pandémies 2.0, pandémie 3.0, pandémie 4.0. Ça devient des armes biologiques. Ben, écoute, si tu regardes la maladie de Lyme, là, oui. La maladie de Lyme, qui est une bactérie, la Borrelia, le Borrelia qui est injecté par une tique. Cette bactérie-là est un organisme militarisé. Donc, c'est une arme biologique qui a été échappée aux États-Unis, ça, la maladie de Lyme. Hein? Je savais pas. Non, ouais, tu feras des recherches là-dessus. Je pourrais te donner de la documentation. C'est loin d'être farfelu. Il y a même des documents officiels qui font état de ça. Puis c'est grave, là, la maladie de Lyme. C'est à vie. C'est très, très grave. Alors, très grave et très handicapant. Et d'ailleurs, même Amir Kadir avait fait une sortie là-dessus. C'est Amir Kadir qui a parlé de ça, qui est en premier, en tout cas, qui m'est venu à l'oreille en premier. Oui. Je me souviens de ce flash-là. Ah non, mais tu sais, là, on s'entend que... Alors, quand on dit, ben là, il faut pas, on exagère, ils feront pas ça. Avec Keresti, oui, ils le font. Ils ne se gênent pas pour le faire. Des psychopathes, là, ça ose tout. Ça ne se pose pas de questions, ça va le faire. Et les exemples, on n'en manque pas d'exemples. Non, on n'en manque pas. Puis je pense qu'on a une démonstration potentielle d'une arme biologique qui est utilisée peut-être depuis très, très longtemps. Puis tu viens de le démontrer avec la maladie de Lyme. Bon, le vaccin COVID-19, on en a parlé tantôt. Vaccination obligatoire, là, j'arrive vers la fin. Là. Quand on parle de vaccination obligatoire au Québec, on a la loi de santé publique qui n'a pas été faite en 2019 ni en 2020. Elle a été faite en 2001. Les articles sont là depuis un bon bout de temps parce que moi, lors de la H1N1, c'est là que j'avais sorti cette loi-là. J'avais été subjuguée, choquée de lire tout ça, que tout ça était écrit dans une loi du Québec. Donc, ici, vous irez voir, là, parce que ça fait un petit bout de temps qu'on est en ligne, mais ordonner la vaccination obligatoire, une ordonnance obligeant la personne à recevoir un traitement permettant d'éliminer le risque de contagion lorsqu'il est disponible ou rendre toute ordonnance qui l'estime appropriée, ordonner la fermeture des établissements d'enseignement ou tout lieu de rassemblement. On l'a vécu avec le confinement. Ordonner à toute personne, ministère ou organisme de lui communiquer ou de lui donner accès immédiatement à tout document ou à tout renseignement en sa possession. Je travaille dans une école. On pense que je n'ai pas été vaccinée parce que je passe dans des émissions de radio puis je parle des vaccins. Fait qu'on appelle la commission scolaire puis on dit qu'Isabelle a reçu son vaccin. Ils sont obligés de fournir la documentation à l'effet que je n'ai pas reçu. Tu sais, ça va là. Interdire l'accès à des parties de territoire, bien ça, on l'a vécu. Fait que moi, ça m'avait scandalisé de lire ça, mais on l'a vécu avec le confinement. Et ici, si une personne fait défaut de se soumettre à la vaccination visée par un ordre donné en vertu de l'article 123, tout juge de la Cour du Québec ou des cours municipales des villes de Montréal, Laval ou Québec, pas la Cour supérieure, là. Ça peut être la Cour municipale des villes de Montréal, Laval et Québec, ayant juridiction dans la localité où se trouve cette personne, peut lui ordonner de s'y soumettre. Donc, on peut nous soumettre à la vaccination et on peut ordonner que cette personne soit conduite à un endroit précis pour y être vaccinée. Fait qu'au Québec, là, on est fort de base.
Ici, c'est le livre d'Aldous Huxley, écrit en 1931. Selon moi, ce livre-là dépeint assez précisément le monde dans lequel on s'en va. C'est sûr que c'est un roman, c'est sûr que, bon, il y a de la garniture, mais il n'est pas très, très loin, selon moi, de la trajectoire de l'humanité. C'est-à-dire que de plus en plus, on va dénaturaliser les gens. On va faire des bébés croisés avec 3 parents. Les parents vont pouvoir choisir la couleur de yeux, le potentiel intellectuel, choisir les géniteurs. Là, ça, c'est déjà actuel. Là, il y a un Chinois qui est arrêté pour avoir fait justement un bébé génétiquement modifié. Mais je veux dire, ça se fait des parents, des bébés croisés avec 3 parents, c'est déjà, ça se fait déjà aux États-Unis et ailleurs. Là. Mais moi, je pense que de plus en plus, bon, des bébés en éprouvette, des bébés in vitro, ça existe. Mais le conditionnement, de conditionner, on le voit déjà à l'école. Les enfants sont conditionnés pendant l'école à penser de telle façon. Ici, dans le livre d'Aldous Huxley, c'est pendant leur sommeil, parce les enfants doivent correspondre à un statut social qui est une fonction utilitaire dans la société. Fait qu'ils sont formatés pour correspondre à ce travail-là qu'ils devront exécuter pour l'État mondial. Les gens dans le livre prennent du soma, la population prend du soma parce que c'est une drogue euphorisante qui rend les gens joyeux, qui leur fait oublier leurs émotions, qui n'ont pas d'émotions négatives, qui n'ont pas de besoin de rébellion. Puis, il y a des castes, des castes. Puis, je pense que la crise économique qui s'en vient va justement en arriver à créer de plus en plus des castes. Des gens qui vont faire partie de l'élite, ceux qui sont déjà là. Il va y avoir les gens qui ont un très haut savoir technique et un très haut savoir technologique qui vont quand même rester dominants. Puis ils vont tirer leur épingle du jeu à cause de ça. Il va y avoir la classe des travailleurs, la classe moyenne, mais les travailleurs en usine puis dans les champs ramasser des carottes puis des patates. Puis il va y avoir, comme dans le livre, les sauvages. Les sauvages, je pense que j'en ferai partie. C'est ceux qui vont refuser de se soumettre au dictat de l'État, puis ils vont être envoyés à Gagnon, comme disait Mario Dumont, dans un genre de camp où les gens n'ont pas accès à rien, puis qu'ils vivent en autarcie, mais c'est assez minable comme les conditions de vie. Et je termine sur mes hypothèses sur un futur proche. Contrôle massif des informations. C'est-à-dire que moi, je pense que les médias indépendants actuellement sont très, très populaires et sont très glorieux, mais ça achève. Le règne des médias indépendants achève, malheureusement. Je m'en réjouis pas, mais les heures sont comptées. Il y a des lois tu dis ça? Qu'est-ce que tu penses qui va faire que les médias alternatifs, les médias indépendants vont être... vont disparaître ou devenir moins populaires parce que là, ils sont sur une lancée fulgurante. Là. Ah, c'est extraordinaire ce qu'on voit. Oui, c'est fulgurant. Ben, c'est parce que le gouvernement ne laissera pas le contrôle du narratif à des médias indépendants qui induit la population en erreur et qui propagent des fausses nouvelles qui mettent en danger la santé, la sécurité et la paix sociale. C'est ça, il faut comprendre. Le gouvernement, ce qu'il veut, dans son discours officiel, c'est protéger la population, protéger la santé, la sécurité et la paix. Ces médias-là se posent en dissidence au gouvernement, on le voit, portez pas le masque, ne vous soumettez pas à la distanciation sociale, si tu portes un masque, t'es un covidio, t'es un esclave de l'État, porte pas de masque, Fait que ces gens-là viennent menacer la santé et la sécurité. Fait que les gouvernements les laisseront pas aller. Là. Deuxième vague, là, moi je te dis, Justin Trudeau passe une loi, puis probablement une loi au Québec aussi. Ça, ils vont éteindre ça assez rapidement. Puis dans l'histoire, dans les révolutions, si tu veux contrôler la dissidence, contrôle l'information, infiltre la dissidence, fait probablement qu'ils sont déjà infiltrés. Puis, en tout cas, moi je pense que face au gouvernement, il vaut mieux pas trop les narguer parce qu'il y en a qui s'amusent à narguer les gouvernements en ce moment, mais je pense qu'ils savent pas à quoi ils s'attaquent. Vraiment pas. Moi, je crois qu'une deuxième vague est certaine. Je suis assez certaine parce que Arruda est certain. Fait que si Arruda est certain, je suis assez certaine qu'il y a une deuxième vague parce que lui, mais Arruda est-il certain parce qu'il est imbécile ou parce qu'il y a
il y a des informations privilégiées Mais qu'on non, n'a pas. Ben non, il y a des informations. Dr. Fauci, aux États-Unis, la même chose. Mais lui, tu sais, mais son girouette, tous les deux. Ah ouais. Fauci, puis, non, c'est spectaculaire. Une journée, il y a une deuxième vague, il n'y en aura pas, faut porter le masque obligatoire. Ah non, finalement, c'est la même affaire. Fauci est peut-être un petit peu moins girouette que Dr. Arruda, mais ils disent qu'il y a une deuxième vague qui s'en vient, c'est clair. Pour moi, ça fait aucun doute. Il est probable que le virus soit plus virulent parce que, je ne sais pas si tu as vu, je t'ai envoyé sur Twitter l'étude La du... mutation D614G, ouais, c'est une mutation Ouais. que ça fait quand même longtemps qu'elle dure, mais là, elle prend quand même de la place. C'est probablement celle-là qu'on a, mais je veux dire, tu sais, des fois, on se demande au Québec, est-ce qu'on a le même virus qu'en Floride, au Texas ou en Arizona, par exemple? Parce qu'au Québec, il ne se passe pas grand-chose, peut-être à part Laval, Montréal un peu, mais dans tu sais, en Gaspésie, il n'y a pas de cas. Il n'y a pas de cas au Saguenay-Lac-Saint-Jean. À Québec, c'est pas mal mort. Là, c'est les jeunes qui sont infectés. Les jeunes, la moyenne d'âge, c'est à peu près 30-35 ans. Et ces gens-là ne sont pas très, très, très malades. Souvent, ils n'ont pas de symptômes immédiats. Puis, par contre, ça peut faire des très, très bons vecteurs de maladie. Donc, ça peut prendre quelques semaines avant que le virus fasse son chemin jusqu'à des récepteurs plus âgés. Et qui, eux, peuvent tomber malades et là, avoir des taux de fatalité. Mais là, je vais faire une vidéo là-dessus. Tu sais, la mortalité, il faut regarder ça. Mais moi, ce que je trouve de plus en plus inquiétant, c'est les séquelles qui sont permanentes et les séquelles qui sont durables à long terme. Il y a des groupes Facebook qui existent. Je vais faire une vidéo cette semaine là-dessus. Là. Je vous tiendrai au Oui, courant. c'est important. C'est important parce qu'effectivement, la COVID-19 est loin de correspondre aux projections qu'on nous a données au départ. Là. C'est un ridicule absolu. Ben, si on regarde le virus là, qu'on voyait en février, en mars, c'était pas du tout ce qu'on a eu. Alors, Non, absolument pas. Mais moi, je pense qu'effectivement, les effets secondaires, c'est de plus en plus documenté par des neurologues, par des neurologues plus, radiologistes, que je voulais dire. Puis, c'est pas banal, là. C'est des effets secondaires permanents ou chroniques. Permanents, on va le savoir après plusieurs années. C'est sûr qu'on n'a pas de recul pour dire qu'ils sont permanents, là, mais c'est des effets secondaires durables et c'est vraiment important comme effet secondaire. Fait que vaccination qui risque d'être obligatoire ou obligatoire par défaut. Donc, tu n'es pas vacciné, tu ne rentres pas au IGA, tu ne fais pas ton épicerie, puis tu n'auras pas ta bouteille de whisky à SAQ parce que ça te prend ton certificat d'immunité. Les tests de COVID-19, moi, je pense qu'ils pourraient servir à récolter notre ADN. Potentiellement. Parce qu'avec le curetage, évidemment, ils ont des... je ne me trompe pas, Stéphane, avec le curetage qu'ils font? Ils sont capables d'avoir notre ADN avec ça? Oui, ils pourraient. OK. Perte d'emploi massive. Évidemment, avec la deuxième vague, on l'a vécu avec la première vague, mais s'il y a une deuxième vague, là, je veux dire, les voyants lumineux rouges sont allumés au niveau de l'économie, au niveau de l'emploi. Puis dans notre quotidien, ça va se répercuter par une augmentation des prix. Déjà, l'épicerie, moi, je capote. Là, 3 semaines, moi, je fais l'épicerie en ligne. Puis il y a pas des pénuries, il y a de la rareté. Il y a des choses que je suis plus capable d'avoir. Juste des tomates, là, je suis plus capable d'avoir mes tomates de serre. Je prends tout le temps d'autres tomates. Là, j'en ai qui s'en viennent avec le jardin, mais pénurie alimentaire, augmentation des prix, ça, pour moi, ça fait aucun doute, ça a déjà commencé. Le besoin et le devoir de défendre les acquis, de défendre nos acquis. Ce que je veux dire, c'est que, comme je disais tantôt, c'est une noble cause de vouloir se défendre puis de dire, hey, là, ce qui se passe en ce moment, ça ne marche pas, là. On est en train de nous emprisonner, on est en train de nous mettre dans une situation d'esclavage. Je comprends ça, mais la dissidence va avoir un prix. Et le prix de la dissidence, ça va être la perte de la liberté. Ce à quoi on tient tant. Fait que je dis pas de le faire, de pas le faire, c'est personnel à chacun, mais moi, ce n'est pas une voie que je vais privilégier. Moi, je vais privilégier la sagesse. Puis parfois, la sagesse de fuir et de se cacher de façon intelligente, d'être rusé, ça peut être un signe, d'après moi, un signe de sagesse. Devant une montée de la résistance, je m'attends à un shutdown de l'Internet. Parce que si la résistance se met à devenir tellement grande, tellement incontrôlable, qu'est-ce qui réunit la résistance? Qu'est-ce qui fait le message commun? C'est l'Internet, c'est les réseaux sociaux. Fais un shutdown d'Internet puis des téléphones cellulaires,
tu viens de massacrer ta population, tu viens de créer un choc post-traumatique hallucinant, puis tu viens d'éteindre la dissidence. Là. Je veux dire, à partir du moment où les gens ne peuvent plus se parler, puis ils ne peuvent plus se dire, on se rencontre au Parlement de Québec samedi à 1h, bien, il n'y en a plus de dissidence. Ça n'existe plus, la dissidence. Fait que moi, je pense que je m'attends à un shutdown d'Internet ultimement. Puis moi, je pense qu'il faut rester humble face à ce qui s'en vient, face au virus. Oui, il y a des incohérences innommables, incommensurables, mais il faut rester humble parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend. Et on va terminer sur la vidéo de Bill Gates qui résume assez bien ce que je veux dire en conclusion. You know, we'll have to prepare for the next one. That, you know, I'd say is will get attention this time. C'est terminé. Fait qu'en résumé, Bill Gates nous le dit, si vous n'avez pas compris avec la première, est-ce qu'il fait allusion à la première vague ou à la première pandémie? Je pense que The Next One qui dit. Il parle de Next One. The Next One, c'est la prochaine vague. Il dit, on va avoir votre attention avec la prochaine vague. Avec son sourire de psychopathe en coin. Et sa femme qui s'esclave de rire à ses côtés, évidemment. Fait que je pense que Bill Gates nous donne un peu, il nous donne le son de cloche. On va s'arrêter ici pour ce soir. La deuxième partie, comme je disais au départ, c'est sûr que là, avec tout ce que je viens de nommer, ça se peut que vous ayez le taquet bas un peu, là, avec raison. Mais en même temps, je pense qu'il y a un constat à faire. Puis à partir du moment où on a eu la claque sur la marboulette, puis OK, on est rendu là, on fait quoi maintenant? Fait que la prochaine partie va se faire avec Joe Masso qui va se joindre à nous. Puis on va vraiment, on n'est pas des spécialistes de la pré-apocalypse ou de je sais pas quoi, mais on va vous proposer des mesures que vous pouvez mettre en place dès maintenant parce qu'il faut réfléchir vite. Là, ça va vite, là, ça va extrêmement vite. Fait que là, il faut penser d'avance, il faut jouer intelligemment. Fait qu'on va arriver avec des mesures très concrètes, puis on va pousser un petit peu plus loin aussi au niveau de au niveau spirituel. C'est quoi la quête de ces gens-là au niveau spirituel? Ça va être intéressant. Ça va être quelque chose. Yes. Bon, ben, merci beaucoup, Isabelle, pour ce travail gigantesque que tu as fait là. Il y a beaucoup, beaucoup de travail de recherche là-dessus, je le sais. Ta présentation était très claire et même très convaincante. J'espère que les gens ont apprécié. Écoutez, on fait ça gratuitement, bénévolement. Notre salaire, c'est un petit pouce bleu. Partagez la vidéo si vous l'avez aimé.